Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Frame Show, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. Tu veux toucher mon réservoir? Ouh là là. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du manuel du général pour Warhammer Age of Sigmar, ou autrement dit, comment on va devoir jouer en ce début d'année. On est actuellement dans la 3e édition de ce jeu Warhammer Age of Sigmar. Game Workshop a annoncé en tout cas le fait de vouloir parler de saisonnalité et sort donc maintenant 2 fois par an un livre qui s'appelle le Manuel Général qui donne des nouveaux scénarios, autrement dit des règles qui vont nous permettre de savoir comment on gagne ou on perd sur ce jeu-là, et aussi ça sort en même temps qu'une modification des coups en points qui pour cette partie est disponible gratuitement en PDF sur le site de Warhammer Community. On était donc dans la saison 1 du Royaume de Gur, autrement dit en Galétian vétéran, et là, gros changement, on passe en Galétian Champions. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Alors on a pu recevoir le manuel un peu en avance, et en anglais, donc on remercie quand même Game Workshop de nous l'avoir envoyé. Comme on a le manuel en anglais, on va utiliser beaucoup les termes anglais, donc vétéran de Galais, c'est Galétian vétéran, et Galétian Champion, qui est le nouveau mot-clé. Alors oui. Le lourd. Ce mot-clé va s'appliquer aux personnages ayant moins de 10 points de vie, n'ayant pas de monture et n'étant pas unique. Voilà. Et en fait, toute la saison... Pas de prépuce. Ça, c'est pas écrit dans les règles, voilà. Ni en français, On va ni faire en les règles anglais. maison. On va faire les règles maison. Et ça, voilà, c'est le nouveau mot-clé structurant qui remplace Galétian vétéran. On verra que la règle vraiment intéressante des Galétian vétérans est maintenant transférée sur un bataillon, dont on parlera tout à l'heure, qui peut être vraiment pas mal. Maintenant, tout va vraiment s'orienter autour de ces Galétian champions. Donc vraiment, on rappelle ce que c'est le plus important. Moins de 10 points de vie, pas de monture, pas nommé. Tout le monde s'est reprécipité dans ces Battletomes pour voir quels étaient ces personnages qui rentraient dans ce nouveau mot-clé, parce que leur première règle structurante, ça va être le fait que quand vous avez un Galétian Champion, qui est à 1 pouce d'une unité de ligne, alors pour le coup, n'importe quelle unité de ligne, donc ça peut être de la ligne montée, c'est pas forcément ce qui était avant des Galétian vétérans, il ne peut pas être ciblé par des attaques de tir. C'est quand même vraiment assez fort. La plupart du temps, les Galétian Champions vont être soit des personnages combattants, soit des personnages, ce qu'on appelle nous les totems, donc des personnages qui peuvent donner des auras ou des ordres aux unités à côté. Et il y a beaucoup d'armées qui dépendaient des synergies qui peuvent être données, notamment par ces personnages-là. Le fait de plus pouvoir se faire sniper en phase de tir, à noter que c'est que en phase de tir. En phase de magie, tu peux toujours les choper. Ce qui va polariser certaines armées, on va en reparler notamment. Ça rend quand même beaucoup plus solide et beaucoup plus difficile à aller chercher des Aquin Daughter of Cain, des Père des Runes, des petits personnages, des mages, ou voilà, tous les personnages qui vont donner des ordres. Donc mine de rien, ça change quand même pas mal de choses. Après, les restrictions sont quand même assez claires. Le fait de pas avoir les uniques dedans va rendre, alors pour le coup, les bandes Shadespire encore moins bien qu'avant, parce que pour le coup, elles sont uniques, les Est-ce que pauvres. ça ne fait pas un peu plaisir? Non, parce que je commençais à bien les aimer, les pauvres. Mais voilà, tous les personnages totems structurants, on se déporte un peu vers le côté 40K, où nos personnages structurants pour les buffs qu'ils vont apporter à nos unités ne peuvent pas être tués. Ça, c'est la partie vraiment immergée de l'iceberg, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de tactiques, donc ce qu'on appelle nous les secondaires, de grandes stratégies, les tertiaires, et beaucoup de scénarios aussi qui vont beaucoup dépendre de ces personnages Galétian Champion, ce qui va, je pense, aussi modifier la manière dont on construit nos listes, parce que assez souvent, on se rend compte que sur les listes de tournois qu'on avait l'habitude de voir, quand tu les prends telles quelles, aujourd'hui, il y aurait aucun Galétian Champion dans ces listes, et ça va devenir trop compliqué de jouer sans Galétian Champion. Je pense qu'il va falloir en jouer au moins 1, voire 2 sur certains scénarios, et donc ça va quand même modifier le méta en profondeur. Avant de continuer, je précise que donc, comme on est dans cette notion de saisonnalité, toutes les règles ou les tactiques de bataille qu'on pouvait prendre dans l'ancien n'existent plus. Ça veut donc dire que fini les bataillons de chasseurs, sur lesquels, pour rappel, on avait plus 1 dégât, sur les figurines Gaïa. Sous-entendu, il y avait plein d'unités qu'on s'autorisait pas à jouer parce qu'elles allaient se faire chasser trop facilement. Ça veut aussi dire que c'est une nouvelle vision sur quasiment toutes les entrées d'un Battletome, et ça c'est très positif. Aussi, depuis le début de cette 3e édition, on s'interroge sur le est-ce que c'est bien ou pas d'être premier joueur? Parce que quand on est 2e joueur, ça nous ouvrait la possibilité de faire un 2e tour, enfin de faire un double tour, et aussi potentiellement de cramer un objectif et ainsi de suite. Là, ils vont encore plus loin avec quelque chose qui s'appelle une action désespérée. Alors effectivement, donc en saison 0, quand on était le 2e joueur, on avait la possibilité de brûler un objectif, donc de le faire disparaître. C'était quand même assez impactant au tour 3. En saison 1, on avait ce qu'on appelait le baptême du feu, en fait, qui permettait de choisir un objectif qui pouvait être contrôlé que par des Galétians vétérans. Ça aussi, c'était assez impactant. Là, je pense que ça allait peut-être un peu moins que les saisons d'avant. En fait, quand vous êtes le 2e joueur, un de vos personnages Galétian Champion, donc encore une fois, pas tous vos personnages, peut faire 2 actions héroïques. Donc ça peut être par exemple passer en heure de gloire, générer un point de commandement, tenter de dissiper un sort, ce genre de choses. Celles qu'on connaît. Pour renforcer un peu ce côté-là, ils ont rajouté 2 nouvelles actions héroïques.
Une, en fait, qui va permettre à votre personnage, donc ça peut être fait qu'on soit le premier joueur ou le deuxième joueur, de frapper en phase de héros. Alors comme c'est, on le rappelle, sur des Galatian Champions, donc personnage sans monture, non unique, de moins de 10 points de vie, il y a quand même peu d'énormes brutes de corps à corps dedans. Faut vraiment noter, ça veut dire que les personnages nommés, non uniques, veut dire non nommés. Donc bien évidemment, on peut pas le faire avec une Lorati, elle peut déjà le faire, mais voilà, avec un Arcachon et ainsi de suite. Alors de toute manière, Archaon avait plus de 10 points de vie, il avait une monture, elle a été nommée, donc lui il rentrait dans rien, mais on peut pas le faire sur un Gotrek par exemple. C'est un peu gadget, je trouve, parce que il y a quelques personnages forts de corps à corps qui vont rentrer dans ces restrictions de Galatian Champion et eux peuvent avoir un impact. Là où c'est vraiment intéressant, c'est la deuxième action héroïque qui ne peut être fait que si on a déjà fait la première, donc qui ne peut être fait que si on est le deuxième joueur à jouer dans le round, et qui en fait va permettre au Galatian Champion d'enchaîner en phase de héros avec son unité Sworn Bodyguard. Donc c'est un nouveau mot-clé, en fait, qui ne peut être pris que dans un bataillon qu'on verra après, qui est en fait une garde d'honneur, qui ne peut être composé que d'infanterie. Donc d'unités de 4 points de vie, n'ayant pas de monture. En gros, les Galatian vétérans d'avant. Donc même si le mot-clé n'existe pas, ce qu'on appelle maintenant l'infanterie, c'est les anciens Galatian vétérans. Donc c'est facile quand même de se retenir. Et qui va permettre d'enchaîner aussi. Et là, du coup, ça commence à quand même devenir vraiment très fort parce que ça permet d'avoir une aptitude de frappe en phase de héros quand on joue en deuxième, qui est quand même vraiment pas mauvaise parce que pour le coup, il y a quand même beaucoup de bonnes unités d'anciens vétérans de Galais qui vont pouvoir bénéficier de ça. Donc, mine de rien, ça va quand même aussi entraîner une réflexion sur la prise de l'initiative, notamment au tour 2 ou au tour 3, savoir si on veut engager beaucoup de corps à corps, si on ne détruit pas la cible dans laquelle on va rentrer et que cette cible est une Sworn Bodyguard. On sait que quand notre adversaire va jouer donc en deuxième dans le round, il va nous taper dessus en phase de héros. Après, il pourra retaper quand même en phase de combat avec le Fight Last, pour le coup, pour contrebalancer un peu ça. C'est pas mauvais tactiquement. Je pense que c'est quand même un peu moins intéressant que le baptême du feu ou la destruction d'un objectif, mais c'est de l'attrition quand même assez violente. Maintenant, ça oblige à aller chercher le bataillon qui permet d'avoir une Sworn Bodyguard, parce que si tu n'as pas cette unité-là, ça sert à rien. Et ce bataillon va se prendre en plus, par exemple, d'un Battle Régiment ou de ce genre de choses. Donc, par exemple, si tu veux faire ça, si tu veux avoir ton Galatian Champion et ta Sworn Bodyguard, tu ne peux pas jouer en Battle Regiment ou tu peux pas jouer en ce qu'on appelle le One Drop, c'est-à-dire toute ton armée en une pause. Donc, encore une fois, sur la création de la liste, je pense que ça va pas mal aussi changer ce genre de choses. On avait vu, alors évidemment, on parlait du Bounty Hunter qui a disparu, qui était le bataillon qu'on voyait quand même souvent, et le débat aujourd'hui, c'était soit je me mets en une pause dans un Battle Regiment, soit je prends 2 ou 3 de mes meilleures unités et je les mets en Bounty Hunter. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a 3 nouveaux bataillons, les 3 sont quand même relativement structurants. Est-ce qu'on va rester dans une pause? Est-ce qu'on va aller chercher du monopause? Notamment pour bénéficier de ça, à voir. Est-ce que tu penses pas déjà qu'intellectuellement, c'est super stratégiquement d'avoir ce qu'on appelle des personnages totems qui vont justement débloquer, trigger en anglais, ces mécanismes-là? Enfin, je trouve que intellectuellement, quand tu regardes un champ de bataille, le fait de regarder tes petits personnages indépendants non uniques, sans monture, de moins de 10 PV et ainsi de suite, et de dire voilà tout ce que je pouvais faire. Le simple fait, comme tu l'as dit, de pouvoir faire 2 actions, c'est énorme. Que ça soit pour un art de gloire ou pour un autre ordre, enfin tu vois, pour autre chose, ça peut être super stylé comme. Je trouve qu'intellectuellement, c'est bien plus enrichissant qu'aller te mettre d'un bataillon juste pour pouvoir astropoutrer ton adversaire. Ouais, non, moi je boude parce que frapper en face de héros, c'était la prérogative des Daughters of Cain, et tout le monde plus spécial. Voilà, tout le monde a pris mes jouets, voilà, c'est spécial. Ça, je suis plus spécial, tout le monde peut le faire. Non, globalement, c'est bien. Après, comme d'habitude, ce type de règle va entraîner un bouleversement dans la méta et on va voir quand même que sur l'ensemble des règles, il y a des Battle Tomes qui ont l'air de s'en sortir vraiment très très bien, sachant qu'on avait quand même fait dans notre petit hot tub un classement un tout petit peu à l'arrache des différents Battle Tomes et je pense qu'il est un peu plus polarisé que dans la saison d'avant parce qu'entre la disparition du mot-clé vétéran de Galet et donc la possibilité grâce au Bounty Hunter de taper très fort sur ces unités-là au hasard des pinks. Et on va voir qu'il y a certains Battle Tomes qui ont plein de Galatian Champions et qui sont donc très heureux de ne pas pouvoir se faire tirer dessus au hasard des sorciers de Tzeentch. On va voir qu'il y a un petit côté Tzeentch quand même. Enfin, ça va beaucoup changer la méta. Effectivement, ce que tu disais, c'est vrai. Non seulement parce que ça apporte des nouvelles choses, et ensuite parce que ça en enlève d'autres, notamment la disparition du mot-clé vétéran de Galet et la disparition du bataillon Bounty Hunter, qui était quand même pour moi un garde-fou au retour de certaines unités très dures à tuer, de 30 figurines ou ce genre de choses. Voilà, à voir ce que ça va donner. Maintenant, les nouveaux scénarios sont vraiment extrêmement intéressants. À chaque fois, que ce soit donc pour les secondaires, les tactiques de bataille, les tertiaires, les grandes stratégies ou les scénarios, ils en ont gardé la moitié qui existait déjà dans l'ancien manuel. C'est pas non plus un total changement et ils en ont rajouté une nouvelle moitié. Donc il y a 6 nouveaux scénarios, 2 nouvelles grandes stratégies et 3 nouvelles tactiques de bataille qui tournent, comme avant tout tournait autour du Galatian vétéran, maintenant tout tourne autour du Galatian Champion. Mais oui, je pense que c'est quand même un gros bouleversement. Et c'est vrai que même si c'est un peu difficile de suivre un bouleversement aussi important de la méta tous les 6 mois, ça rajoute quand même beaucoup de fraîcheur
pour des gens qui pouvaient peut-être un peu avoir fait le tour de la saison, et de se dire, bah voilà, c'est une nouvelle manière de jouer, je vais redécouvrir mon Battle Tom, je vais retourner voir quelle unité sera une bonne Sworn Bodyguard, Je vais pas m'interdire bon de jouer des unités qui étaient ok en termes de tarifs, mais qui paraissaient trop chères par rapport au fait qu'elles pouvaient se faire complètement éradiquer en un coup, quoi. Ouais, voilà, je suis d'accord. Après, on avait vu que la saison 0 mettait l'accent sur les monstres, mais le bataillon anti-monstre, le Hunter of the Heartland, était meilleur. Après, ça a mis l'accent sur les vétérans de galets, mais le bataillon qui les contrait était meilleur. Là, on n'a pas ce coup-là. C'est-à-dire que ça met l'accent sur les Galatian Champions. Le bataillon anti-Galatian Champion, parce qu'il y en a un, est quand même dur à aller chercher pour le coup. Il pulvérise vraiment ton nombre de poses parce qu'il faut rentrer 3 unités dedans. Et ce qu'il dit grosso modo, c'est qu'il permet d'ignorer la règle et tu peux leur retirer dessus comme avant. Mais comme les restrictions d'entrée dans ce bataillon sont dures, il y a des armées qui vont être obligées d'aller le chercher, ça va leur faire quand même relativement mal. Nouvelle saison veut aussi dire nouveau sort, ça va donc être Grinding Teeth of Galette. Tout simplement, c'est un sort qui va passer sur du 6, qui va avoir une portée de 12 pouces. On va pouvoir choisir un objectif visible du sorcier qui va le passer. Et si le sort est passé, alors chaque unité à 6 pouces de ce centre d'objectif va prendre des 6 blessures mortelles sur un 4+. Ouais, c'est un sort qui est très fort. Ce qui n'avait pas toujours été le cas dans les saisons d'avant. Là, je trouve que le sort est vraiment synergisant. Donc, à nouveau, étalonnage en fait des Battle Tom avec quels sont les Battle Tom qui ont des bons sorciers pour le lancer facilement. Et comme la portée est assez courte, quels sont les Battle Tom qui ont aussi des sorciers qui peuvent augmenter la portée de ce sort. Alors, tout le monde peut le faire via les portails, mais il y a aussi des Battle Tom qui peuvent le faire au hasard via des traits de commandement. Encore une fois, je pense à Tinch. Le sort est certes aléatoire, parce que 4 plus D6, c'est quand même une grosse variance. Maintenant, ça touche toutes les unités à 6 du centre de l'objectif, donc toutes les unités qui le contestent. Et c'est quand même un bon moyen de dégommer les Galatian Champions d'en face, qui, on rappelle, doivent avoir moins de 10 points de vie, donc pour la plupart du temps, vont en avoir 4, 5, 6, quoi. Et donc peuvent mourir sur ce sort-là. À noter que ça touche toutes les unités, ennemies et alliés. Donc ça peut nous toucher nous aussi, donc on fait attention. Mais c'est vraiment un sort qui est structurant, je pense. Est-ce que tu penses que aussi ça veut dire que systématiquement ton premier artefact t'ira chercher l'artefact générique du livre de règles qui dit que tu transformes la personne qui l'a en sorcier? Alors déjà, cet artefact, tu vas quand même le chercher très souvent. Je pense encore plus maintenant. Après, il y a des armées qui n'en auront pas besoin parce qu'elles auront déjà de base des bons sorciers. On rappelle que comme c'est un sort de saison, tous les sorciers le connaissent. Les bonnes manières d'exploiter ce sort, ça va être vraiment d'essayer d'augmenter sa portée, parce que comme la portée est courte, ça exposerait pas mal notre sorcier, donc la plupart du temps c'est des personnages frêles, mais ce sera des Galatian Champions pour la plupart, ils ne pourront pas se faire tirer dessus, maintenant ils pourront quand même se faire aller chercher au corps à corps, mais voilà, tous les Battle Tom qui ont des armes pour augmenter la portée ou fiabiliser les castes, vont beaucoup se servir de ce sort-là, parce que dans les nouveaux scénarios, il y a quand même un certain nombre d'objectifs, mais on va retrouver des mécanismes de destruction d'objectifs ou d'objectifs qui peuvent devenir inactifs. Donc les parties vont se polariser sur 2-3 objectifs. Quand l'adversaire commence à mettre ne serait-ce que 2 Galatian Champions sur un objectif pour être sûr de l'assurer, on verra tout à l'heure dans les scénarios qu'il y en a qui vont nécessiter ça, de se dire que sur un sort, avec beaucoup de variances positives certes, mais tu peux sniper ces 2 Galatian Champions, ouais, je pense que c'est un sort qui est vraiment très bon. Ça débloque aussi un nouvel ordre qui va être... pas de retraite et pas de reddition. En gros, c'est un ordre qu'on va lancer au début de la phase de combat. Cet ordre, on ne peut pas l'en lancer ni sur un héros, ni sur un monstre. Si on le lance sur une unité, celle-ci ne pourra pas charger et doit être à 3 pouces d'unité ennemie. Elle ne pourra pas non plus faire un mouvement de mise en contact, donc de 3 pouces. Par contre, elle va ajouter plus une attaque à son profil d'arme jusqu'à la fin de la phase. Alors, c'est pas mauvais. Maintenant, le problème, c'est que comme une unité, on rappelle, dans AOS, ne peut recevoir qu'un seul ordre par phase, ça va rentrer en contradiction avec l'attaque en règle, qui est plus 1 pour toucher. Alors, certes, une attaque en plus, c'est meilleur que plus 1 pour toucher. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de conditions, et la plus dangereuse, c'est le fait de ne pas pouvoir pile-in. Comme on peut le faire qu'en réception de charge, parce que c'est clairement comme ça que c'est écrit, si l'adversaire fait un mouvement d'engagement, typiquement sur le bord de notre unité, en termes de statistiques pures, c'est moins intéressant d'avoir plus une attaque sur les figurines engagées que de plus 1 pour toucher sur tout le monde, sachant qu'avec le pile-in, tu vas pouvoir en ramener d'autres. Maintenant, il y a des moments quand même où ça va relativement bien servir. Là où je trouve que ça, excuse-moi, je te coupe, mais là où je trouve, ça dérange pas. Ah, vas-y. Là où je trouve que c'est vachement bien, c'est qu'en fait, les petits malins qui jouent à Statammer et qui disent, oh, t'es 5 bonhommes, là, je peux y aller tranquille. Bah non, mon pote, parce que là, je peux littéralement doubler ma létalité. Certes, tu vois ce que je veux dire, sur des unités plus petites qui pourraient tout taper sur des ranges de 2 et ainsi de suite. Mais au moins, ça permet encore une fois d'avoir une corde à son arc qui permet de contrebalancer un plan mathématique d'un adversaire. Là où je suis d'accord avec toi aussi, c'est que je pense que ça va renforcer les gens qui ont une micro-gestion un peu fine, notamment dans leur charge, parce que si typiquement l'armée en face a déployé ses bonhommes en ligne, tu sais, le début du Seigneur des Anneaux, quoi, et que toi tu charges comme ça va t'astropoutrer, pour le coup. Donc ça va nécessiter un peu de finesse dans les mouvements de charge, ce genre de choses, c'est assez intéressant, et encore une fois, il y a des bons garde-fous, notamment pas pouvoir le faire sur un monstre, qui lui, pour le coup, n'avait pas besoin de pile-in, vu qu'il était engagé tout seul, et qui aurait juste gagné plus d'une attaque, ça aurait pu être fort.
Je pense que c'est moins structurant que le sort qu'on a vu juste avant, mais il y a des moments où ça va servir. Précision aussi, hein, c'est au début de la phase de combat, c'est-à-dire que si jamais on essaye d'aligner les planètes et qu'on se dit je vais taper à la phase de héros, ainsi de suite, on ne peut pas bénéficier bien évidemment de cet ordre-là. Ça veut aussi dire que les unités qui ont des mécanismes d'ordre de bulles, qui ne sont pas considérés comme justement le fait de s'être accordé un ordre à nous-mêmes, peuvent indirectement avoir deux effets. Par exemple, justement aux Uruk, là c'est fort. Oui, non, mais ça peut être fort. De manière, plus une attaque sur des unités qui ont par exemple des grosses rands ou des gros dégâts, ça reste quand même relativement impactant. Après, on pense à d'autres armées qui ont des mécanismes, par exemple les luminettes avec l'Ether Quartz qui peuvent te donner +1 à la touche via l'Ether Quartz, ce n'est pas un ordre. Ils pourront bénéficier d'un +1 à la touche, plus une attaque. Sur des régiments de lanciers qui de base ont aussi des bonus en réception, bon, on va faire attention à pas charger trop ce type d'unité. Sachant qu'on rappelle que si c'est le deuxième joueur dans le tour, il pourra en plus nous taper en face de héros, etc. Donc sur les armées de corps à corps, va y avoir plus de réflexion sur la macro et pas c'est bon, c'est le tour 3, en général c'est le tour assez polarisant sur une partie d'AOS, je charge avec tout et puis on voit ce qui se passe, faudra faire attention. Yes, il nous reste à voir les bataillons et plein de petites choses, mais c'est déjà intéressant parce que la crainte qu'on a tous à chaque fois qu'un Battle Tome orienté tir peut sortir, c'est justement, est-ce que ce qui aujourd'hui fait la richesse d'AOS, c'est que c'est un jeu de corps à corps, donc de micro-gestion aussi. Là, au moins, ils te mettent un stop instantanément avec cette saison en disant « T'inquiète pas, tu pars sur 6 mois de kiff ». Je suis d'accord avec le ouïouïouï parce qu'effectivement, les armées de tir avaient quand même tendance, les armées de grosse saturation de tir avaient tendance à nettoyer tous tes petits personnages, ce qui empêchait que tu te donnes des ordres, ce qui empêchait que tu t'immunises par exemple au test de Battle Shock, ce genre de choses. Et après, avec l'attrition du tir de manière globale, ça pouvait faire fondre tes unités qui pouvaient plus trop recevoir d'ordre, etc. Ça avait déjà été contrebalancé par le fait que maintenant les champions puissent donner des ordres, donc la plupart des unités pouvaient se protéger eux-mêmes, mais tu perdais beaucoup de synergie. Bon, c'est vrai que ça enlève ça. Après, il y a une armée de tir en ce moment qui va pas trop pâtir de ça, c'est l'Ogre full canon. Bon, on verra dans les coups en point que ça a un petit peu changé, mais globalement, ils ont pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais oui, je pense que le tir n'est clairement pas remis à l'ordre du jour avec ça, et c'est quand même toujours bien. Yes, c'est aussi l'apparition, tu le disais tout à l'heure, de 3 nouveaux bataillons. Alors, le premier, qui est quand même assez polarisant, c'est celui qui permet donc d'avoir la fameuse Sworn Bodyguard. Donc, on rappelle que pour les 3 bataillons, ça nécessite des unités d'infanterie. Donc, les unités d'infanterie, c'est les anciens Galetian vétérans, donc pas de monture, moins de 4 points de vie. Donc le premier vous dit que vous avez un Galetian Champion et une unité donc d'infanterie, donc de Galetian vétéran d'avant. Et en fait, ça permet de débloquer la fameuse action héroïque qu'on a vue tout à l'heure, que si on est le deuxième joueur dans le round en face de héros via 2 actions héroïques, quand notre Galetian Champion va taper en face de héros, sa Sworn Bodyguard va pouvoir enchaîner. Mais le bataillon donne aussi un bonus en lui-même qui est quand même très fort, c'est que ça va lier le personnage à sa Sworn Bodyguard. Si elle est entièrement à moins de 6 pouces de lui, quand lui va taper pour la première fois à la phase de combat, la Bodyguard va pouvoir enchaîner immédiatement après. Alors, il y a 2 manières de voir ça. Ça semble très compliqué comme ça, c'est vrai qu'on connaît déjà, puisque les Fire Slayers sont les premiers à être arrivés avec ce mécanisme-là, oui. Où en gros, un personnage était lié à sa cour, et on avait comparé ça à un match de catch, où en gros, quand le personnage tapait, il tapait dans la main justement de l'unité qui allait taper aussi. Okay, le chaos aussi pouvait faire ça, par exemple, avec les Chaos Lords à pied. Ouais, mais avec moins de style. Avec moins de style. Moi, quoique, ça se défend. Moins de style. Non, tout le monde peut le faire. Non, ce qui est quand même assez fort, c'est d'aller se dire que si t'as un personnage de corps à corps qui est burné, un Galetian champion qui est quand même assez fort au corps à corps, et il y en a, on peut en trouver quand même. Ça rajoute juste de l'attrition à ton unité Sworn Bodyguard qui va rajouter les attaques du personnage à elle-même. Ce qui est très fort, c'est d'aller chercher des personnages Galetian Champion qui peuvent avoir frappe toujours en premier. Ça leur permet d'enchaîner avec une autre unité derrière et donc de faire frapper en premier l'autre unité. C'est aussi dit dans le bataillon que c'est pas forcément le champion d'abord, tag de catch et l'unité derrière. Ça peut être l'unité d'abord, tag de catch, le champion, mais il n'y a plus rien, c'est la Sworn Bodyguard est suffisamment burné pour du corps à corps. Des Élus, des Berserkers, ce genre de choses. Donc tous les personnages qui peuvent avoir un frappe toujours en premier et qui peuvent devenir Galetian Champion vont rendre ce bataillon extrêmement intéressant parce que frappe toujours en premier est une règle très forte, très synergisante. Parce que quand on frappe toujours en premier, quand c'est notre tour, après c'est à nouveau à nous de choisir une unité dans l'ordre d'activation normal. Donc on peut faire frapper 3 unités à nous d'abord. Ce qui est une partie du gameplay Sylvanet et la totalité quasiment du gameplay de Net. Maintenant tout le monde peut avoir accès à ça, c'est quand même vraiment pas mauvais. Yes, le deuxième bataillon qui est Galetian Sharpshooter. Alors celui-là, le problème c'est qu'il nécessite forcément 3 unités d'infanterie. Et sa règle dit que en fait, les unités qui ont des armes de tir dans ce bataillon-là, donc vous n'êtes pas obligé de jouer 3 unités de tireurs, vous pouvez jouer 2 unités d'infanterie classique et une unité de tireur. 10 Gnoblar, 4 crash-plombs. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est forcément 3 pauses pour ignorer en fait la restriction de la saison et donc permettre de tirer sur les Galetian champions d'en face, même s'ils sont à 1 pouce d'une unité de ligne. Je trouve ça quand même cher payé. Pourquoi ?
Parce que la plupart du temps, c'est les armées de tir qui vont bénéficier de ça. On en a parlé tout à l'heure. Les unités de tir ont besoin de tuer les personnages synergisants d'en face pour empêcher le gameplay de l'adversaire. Le problème, c'est que ces armées craignent très fort le double tour. Et si elles n'ont pas le choix de l'initiative au premier tour, à savoir s'il y a plus de pauses dans leur armée que l'adversaire, elles peuvent s'exposer à un double tour qui leur est souvent assez fatal. Donc la plupart du temps, ces armées ont tendance à vouloir aller chercher le moins de pauses possible. Le problème, c'est que ce bataillon, c'est 3 unités minimum, tu peux pas le réduire. Donc rien que ça, plus un bataillon Battle Régiment, c'est minimum 4 pauses. Sachant que tu prends 3 de tes unités d'infanterie pour les mettre là-dedans, faut quand même en mettre 2 dans le bataillon Battle Régiment pour avoir ton one drop. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu aies 5 unités dans ton armée, dont 3 en anciens vétérans de galets, avec justement pas de monture et moins de 4 pauses. C'est compliqué, je pense notamment aux Caradrons, ils ont du mal à rentrer là-dedans. Sachant qu'en plus, ils ont souvent tendance à vouloir aller chercher d'autres bataillons classiques, notamment celui qui leur donne une optimisation en plus pour aller chercher l'artefact supplémentaire qu'on connaît bien. Voilà, ça va devenir compliqué. Donc certes, c'est le garde-fou, on va dire, anti-champion. Si jamais un jour, il y a des combinaisons de Galatian Champion qui devenaient beaucoup trop fortes, tu peux le gérer via ça, mais c'est très cher payé dans la construction de la liste, je trouve. Yes, et le dernier bataillon, c'est le Galatian Vétéran, qui nécessite d'avoir un minimum 2 unités d'infanterie qui vont monter à 4. Ouais, alors ça c'est bien. En fait, ils ont repris ce qui pour moi était la meilleure règle de la saison d'avant, à savoir que les Galatian Vétérans pouvaient taper à 0,5 pouces d'une figurine alliée elle-même à 0,5, quelle que soit la range de l'arme, et ça faisait quand même beaucoup de bien à toutes les figurines, par exemple sur des socles de 32 ou de 40, et qui n'avaient qu'une range de 1. Donc maintenant, cette règle est retransposée dans un bataillon qui a le bon goût de n'avoir que 2 slots minimum. Donc pourquoi pas aller chercher ça ? Parce qu'il y a des unités qui ont besoin de ça, encore une fois, socle de 32 ou de 40 mm, n'ayant pas une range de 2, il y a quand même un certain nombre d'unités qui sont impactées par ça, qui devenaient viables grâce aux vétérans de galets, qui auraient pu perdre ça. Heureusement, il y a ça pour faire le garde-fou. Maintenant, encore une fois, prendre ça, plus le premier, t'as quand même beaucoup envie de le prendre parce que je le trouve très synergisant, ça va commencer à faire exploser le nombre de pauses, ce qui est jamais trop bon signe quand même. Voilà. Donc à voir. Je pense que le premier, on le verra assez souvent. Sauf dans des armées qui n'en ont pas du tout besoin et qui vont rester dans leur battle régiment. Le second, c'est un garde-fou, il a le mérite d'être là, est-ce qu'on le verra ou pas, je sais pas. Celui-là, je pense que dans certaines listes, il est quand même assez intéressant. Mais c'est bien d'avoir 3 bataillons qui n'écrasent pas la saison, comme Bounty Hunter avait écrasé la saison d'avant. On continue dans les améliorations, on a vu les bataillons, on va maintenant passer aux artefacts. Il y en a donc 3 génériques en plus de celles du livre de base et de celles de votre Battle Tome. Ici, on rappelle, il n'y a que les Galatian Champions qui peuvent le prendre, donc les persos de moins de 10 PV, qui n'ont pas de monture et qui sont surtout pas uniques, mais ça, ils ne pouvaient déjà pas avoir d'artefacts. Le premier, c'est un petit casque qui dit qu'après que le porteur ait fait une charge, il peut prendre une unité ennemie qui est à 1 pouce ou moins de lui et il va jeter un nombre de dés égal à la valeur de la charge non modifiée. On pense à Kragnos, hein, l'ancienne, c'est-à-dire qu'avec 3D, on a le droit. Et derrière, sur 4+, ça fera une blessure mortelle. Il est quand même précisé, on pense peut-être au glouton, que si jamais le porteur a une aptitude similaire, alors il va devoir choisir laquelle des 2. Oui, parce qu'effectivement, un tyran qui est un Galatian Champion, parce qu'il a moins de 10 points de vie, qu'il est pas unique et qu'il a pas de monture, mais qui pouvait avoir son grand nom, plus ça, il aurait pu te faire des charges extrêmement énervées, donc ils ont pensé à ça. C'est un artefact qui est pas mauvais dans le sens où ça va quand même permettre, on va dire, de rentabiliser la charge d'un petit personnage brawler qui est là pour taper, je pense au champion exalté du chaos, ce genre de choses. Maintenant déjà, les 2 autres sont meilleurs. 2, la plupart du temps, ces personnages sont viables. Je pense au Grimnir Berserker par exemple, ou encore une fois au champion exalté, deviennent bons parce qu'ils ont des artefacts de létalité pure dans leur Battle Tome qui sont meilleurs que ça. Yes, et puis après, qui a envie de mourir écrasé par un bourrelet, quoi. Franchement, je trouve ça assez humiliant. Je sais pas, tu joues au gore, toi. Ouais, et Sob. Pose-toi la question. Je me suis jamais posé la question de mon adversaire. Je vais m'excuser maintenant. Je me souviens, la main, elle est écrasée par un bourrelet. Pardon, bon, enfin là, c'est un casque à cornes, mais bon. On comprend le principe. Ensuite, on va avoir une cape qui va nous permettre tout simplement de ne pas, lors du déploiement, mettre ce héros sur le champ de bataille, mais de le mettre ce qu'ils appellent en embûche. Et celui-ci arrivera donc à la fin d'une phase de mouvement à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Alors sans Galatian Champion, avec le fait de pas pouvoir leur tirer dessus, ça aurait été purement extraordinaire parce que ça aurait permis de protéger les personnages. Maintenant, la saison le fait déjà. Il y a quand même des utilités, notamment contre des armées de magie, parce qu'on rappelle que le Galatian Champion te protège du tir, mais te protège pas du sniping à la magie, sur des personnages de corps à corps, je pense notamment encore par exemple au Grimnir Berserker, à ce genre de choses, très synergisant, ça permet vraiment de les protéger, de se dire, écoute, toi tu pourras rien leur faire pendant un certain nombre de temps, le temps qu'il arrive, et qu'il fasse forcément son boulot. C'est peut-être un peu overkill par rapport à la règle de la saison globale, mais encore une fois, notamment contre des armées de magie, c'est bien.
Et enfin, le dernier va tout simplement permettre à son porteur d'avoir une protection A5+. Ouais, bon, bah ça, c'est quand même très fort. On rappelle qu'avant, on avait la fameuse amulette de la destinée, qui était une Ward A5 générique que Games a rapidement ératé parce que tout le monde le prenait pour transformer ça en Ward A6 et on l'a pratiquement plus jamais vu. La Ward A5 est de retour, mais garde-fou, encore une fois, elle n'est de retour que sur les Galatian Champions, donc moins de 10 points de vie, pas de monture, pas unique. Je pense que c'est quand même vraiment pas mauvais. Il y a des unités qui seront très contents de le prendre. On va tous regarder quels sont nos Galatian Champions à 8 ou 9 points de vie n'ayant pas de monture, qui seront contents de récupérer quand même sur leurs 8 ou 9 points de vie. Une Ward A5, c'est assez synergisant, donc celui-là est quand même pas mauvais. Ensuite, on va avoir une toute nouveauté, ça s'appelle un aspect de champion. C'est une amélioration qu'on va donner à un Galatian Champions, donc encore une fois, moins de 10 PV, blablabla. C'est complètement gratuit, et je trouve ça génial, parce qu'en fait, en gros, justement, c'est mis en opposition avec les traits de monture qu'ils ne payaient pas les champions qui avaient des montures, et certains Battletoads n'en avaient pas, et c'est plutôt cool. C'est une optimisation globale, comme un artefact, un sort ou une prière. Donc si vous avez des bataillons qui vous donnent accès à une optimisation supplémentaire, vous pouvez prendre 2 fois des unités dans ce tableau-là. À noter que vous ne pouvez pas prendre 2 fois la même, et que le même Galatian Champion ne peut pas en recevoir 2. Exactement comme les artefacts, ou comme tu disais, comme les traits de monture. Mais ça peut être sympa parce qu'on verra, pour le coup, certes c'est une nouveauté, mais c'est quand même assez synergisant, parce qu'il y en a 2-3 qui sont vraiment pas mauvaises. Pour exprimer tout ça, on va avoir le Tunnel Master, tout simplement un TP, une fois par bataille. Au lieu de déplacer normalement son héros, on va pouvoir le mettre n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Alors, c'est fort, vraiment, je trouve. Pour 2 raisons. Bah alors déjà, ça fait les fameuses charges à 9 sur des personnages brawlers qui vont aller taper. Bon, ça c'est quand même, on connaît TP Sylvanette, ce genre de choses. Mais surtout pour le contrôle des objectifs. On verra que les nouveaux scénarios, les tactiques de bataille ou les grandes stratégies nécessitent beaucoup de fois l'occurrence de objectifs contrôlés par un Galatian Champion. Et bah ça permet de replacer une fois par bataille un de ces personnages là où on veut. Bah forcément, comme ça ne peut être porté que par des Galatian Champions, il remplit forcément les conditions. Stratégiquement, je le trouve vraiment fort. Yes. Le deuxième, ça va lui permettre tout simplement, une fois par partie, au moment où on va lui allouer une blessure ou une blessure mortelle, de tout simplement dire « Attends, je jette un dé et sur un 3+, j'ignore ces blessures-là et en plus de ça, je peux le soigner de D3 PV perdu. » Et j'enlève toutes les blessures non attribuées dans le pool. C'est une pierre du Phénix Luminette pour tout le monde. Encore une fois, sur des personnages synergisants totem, je trouve ça vraiment fort. Je trouve peut-être ça limite trop fort, voire trop frustrant sur typiquement, bah t'imagines un Grimnir Berserker, donc des Fireslayers. Parce que les Fireslayers, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, vous remarquez qu'ils cochent toutes les cases. Hein. Tous leurs personnages sont des Galatian Champions, toutes leurs unités sont des infanteries pour rentrer dans les bataillons. Ils sont très contents d'avoir ça. Et bah par exemple, le Belly Forgeron, avec sa super bannière, amulette d'obsidienne qui t'ignore les spells, sur 4+, le jour où tu vas réussir à le tuer avec des spells, parce que tu le tueras jamais au tir, vu qu'il sera à côté de son unité, et ben il va encore revenir sur un 3+. Ou le Grimbrass Berserker qui va t'exploser la tronche, mais d'habitude qui meurt, et ben là il va pouvoir revenir une deuxième fois. C'est quand même très fort. Ensuite, on va avoir têtu comme un Rhinox. Le fait est que le porteur de cette amélioration, un Galatian Champion, compte pour 10 figurines pour contrôler un objectif, tant qu'il n'y a pas d'autres Galatian Champions sur ce même objectif. C'est vraiment pas mauvais. Voilà, c'est vraiment pas mauvais. On se rappelle quand même qu'on gagne une partie d'AOS via le primaire, donc via le contrôle des objectifs. On rappelle que dans les 6 nouveaux scénarios, qu'il y en a pratiquement tous vont nécessiter des contrôles ou des points supplémentaires via des Galatian Champions. Pouvoir rassurer ce contrôle-là avec 10 figurines en plus. 10 figurines, c'est vraiment impactant parce que la plupart du temps, c'est des gars qui ont, on va dire, entre 5 et 9 PV, donc ils comptaient pour 2. Là, ils comptent pour 10. Voilà, le gain est quand même non négligeable. La plupart du temps, ils seront en plus escortés par une unité d'infanterie pour pas qu'ils se fassent tirer dessus. C'est quand même vraiment fort. C'est le dernier pour moi qui va encore une fois ouvrir l'esprit et on se rend compte que putain, Age of Sigmar va être un jeu avec une saveur et une réflexion qui peut être dingue. Ça va être tout simplement Leadership of the Alpha. Une fois par bataille, le champion peut donner un ordre 3 fois en ne le payant qu'une seule fois parmi les ordres suivants. Le rallye, c'est-à-dire le fait de pouvoir lever des figurines sur du 6. D'autres armées, on précise, peuvent le faire sur du 4. T'as parlé des personnes de petite taille. Fireslayer au hasard. Voilà. Le All-Out Attack, c'est-à-dire le plus 1 pour toucher. Le All-Out Defense, c'est-à-dire le plus 1 à la save, et derrière, le redeploy, le redéploiement. Faut juste imaginer qu'on a un petit mec qui est entouré de 3 unités, il claque un ordre parce qu'il y a un mec qui rentre à 9 pouces, il y a 3 unités qui back. Ouais. Non, mais celui-là est vraiment très bien aussi. Il est beau. Est-ce qu'on attend? Oui, stratégiquement, il est vraiment bien. Jeu, effectivement, les ralliements, bah, j'ai Fireslayer, mais bon, Daughter of Cain m'en bénéficie aussi. Daughter of Cain aussi, du ralliement à 4+, et d'autres armées, encore une fois, ou même du ralliement à 5. C'est extrêmement fort de rallier 3 unités sur du 4. L'attaque en règle ou la défense en règle sur 3 unités, ça peut quand même bien te polariser ta phase de corps à corps. Et le deploy sur 3 unités, moi je trouve ça magique parce que c'est l'aptitude, je trouve, enfin l'ordre le plus intéressant de la V3. En fait, ce qu'il faut expliquer, ce qui donne le charme d'Age of Sigmar, c'est qu'on est maintenant sur un jeu qui permet des réactions. Ça arrivait avec l'Horus Heresy parmi justement les moteurs de règles de Game Workshop.
On espère que ça va arriver dans d'autres jeux par la suite. Là, le fait de se dire, attends, il y a 3 unités une fois par game qui peuvent rebouger de 6 pouces. Enfin, c'est trop fun. Enfin, attends, excuse-moi, c'est jouissif. Oui. Et honnêtement, c'est même pas frustrant. On sait que l'autre peut le faire. Donc en fait, c'est juste apprendre à jouer avec et contre. C'est super jouissif. Maintenant, quel est celui des 4 que tu vas aller chercher? T'en prendras 2. Pour le coup, bah t'en prendras 2. Le problème, c'est que si t'en prends 2, ça veut dire que t'es encore obligé d'aller prendre un bataillon qui va t'exploser tes boss. Moi, je joue que 4000. Et là, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où il y a un vrai choix à faire. Parce que compter pour 10, c'est très fort. Ressusciter un personnage clé, un sorcier qui a un sort très synergisant pour sa liste ou ce genre de choses, ou un personnage de corps à corps qui va pouvoir du coup se battre au moins une fois supplémentaire, c'est vraiment très bon aussi. Celui-là, je le trouve génial en termes de macro et de synergie globale de ton armée. Et le premier pour la téléportation, pareil, en termes de contrôle de points, c'est quand même vraiment très fort. Donc j'aime bien en fait ces nouvelles aptitudes, donc ces nouvelles optimisations, où tu vas vraiment te creuser la tête et te dire qu'est-ce que je vais jouer. Parce qu'au bout d'un moment, et c'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir un vent de fraîcheur, on va dire tous les 6 mois, il y a quand même des automatismes, des auto-includes dans la liste, tu vas chercher tel artefact, tu vas chercher telle grande stratégie, telle tactique, parce que tu sais que tu vas les faire. Là, je pense qu'au début, on va tous tester les 4 en fonction de sa liste et se dire lequel est vraiment le plus important. Et il va y avoir des vrais choix à faire, je pense. Yes, on enchaîne ensuite avec ce qui va nous permettre aussi de perdre ou de gagner une game avec la grande stratégie. On le rappelle, une grande stratégie doit être écrite sur votre liste d'armées. C'est-à-dire que si vous partez sur un événement ou quoi, vous aurez la même pendant toutes les parties de cet événement. Ici, il y en a 6 des nouvelles. On va commencer par la première. La première dit que cette grande stratégie est accomplie si à la fin de la partie, vous contrôlez tous les objectifs qui sont en dehors de votre territoire. Donc celle-là, on la connaissait déjà, elle était dans la saison 1. Elle a été relativement souvent jouée et relativement souvent marquée. Je crois qu'elle a un bon taux de transformation, entre guillemets, c'est-à-dire de personnes qui l'ont pris et qui ont réussi à la marquer. C'était pas une des plus simples, elle est toujours là, elle est relativement équilibrée, donc c'est bien qu'elle revienne. Yes, le deuxième, c'est à la fin de la partie, elle est accomplie s'il n'y a aucune unité ennemie entièrement dans son territoire. Les armées assez défensives, celle-là aussi est héritée d'avant. En fait, les 3 premières sont héritées d'avant, donc je vais pas le dire à chaque fois, et les 3 dernières sont nouvelles. Les armées défensives la prennent et la scorent quand même relativement facilement. Elle est dépendante de ton build de liste et de ton type d'armée, de ton type de gameplay. Mais tu vois, par exemple, typiquement, les armées de Séraphon basées autour de Croak et d'un gros bunker défensif avaient quand même tendance à la prendre. Les armées de Fireslayer qui te faisaient un mur et que tu pouvais pas passer, le prenaient aussi, ce genre de choses. Voilà. Yes, la troisième, qui était aussi dans l'ancienne saison, dit en gros qu'elle est accomplie s'il y a plus d'unités amies que d'unités ennemies dans le territoire ennemi. Alors, l'opposé total de ce que je viens de dire, c'est pour les armées d'agression. Alors, à noter quand même, au niveau des scénarios, on verra, les 6 premiers du tableau 1 sont hérités de la saison d'avant. Les 6 nouveaux, donc du tableau 2, ont des zones de déploiement assez spéciales, et donc des territoires parfois tout petits. Et du coup, elle va être, je pense, plus dure à faire que sur les scénarios où tu avais tendance à dire la table est divisée en 2 et la moitié de la table, c'est le territoire de l'autre. Là, tu as des scénarios où les territoires, c'est des toutes fines bandes le long de la longueur de la table. Et du coup, sur ce scénario-là, aller scorer ça là va être beaucoup plus difficile. Donc, à voir. Maintenant, on va voir les 3 nouvelles qui sont pas simples. Et je vais te rejoindre pour la première fois sur une doléance que tu avais, c'est-à-dire d'avoir des grandes stratégies dans des Battle Tomes qui parfois sont trop simples. Fireslayer Siege, notamment. Comme les nouvelles sont quand même pas simples à aller faire, les Battle Tomes qui ont des stratégies auto-include où tu es quasiment sûr de marquer 3 points, prennent quand même un up par rapport à la saison d'avant, où globalement, dans les génériques, tu pouvais toujours en trouver une bien si dans ton Battle Tome, il n'y en avait pas des bonnes. Je pense notamment à Sylvaneth et Skaven, où les pauvres, ils ont des tactiques horribles. Et là, ça va être plus dur pour ces armées-là. À l'inverse, tu as des armées qui ont des tactiques auto-includes dans leur Battle Tome, du coup, c'est un up indirect pour eux. Yes, la 4e grande stratégie va tout simplement le fait qu'à la fin de la partie, si on a au moins 3 Galatian Champions entièrement en territoire ennemi, alors c'est 3 points de victoire. Et c'est pas simple. Alors déjà, c'est pas simple parce que l'entièrement dans le territoire ennemi, on en a parlé juste avant, mais il y a des scénarios où le territoire est tellement petit que ça va pas être évident. Et puis il faut avoir 3 Galatian Champions dans ta liste de départ, et puis il faut qu'ils soient encore en vie à la fin. Alors certes, ils vont pas se faire déglinguer au tir. Maintenant, il faut quand même espérer qu'ils survivent tous à 5 rounds avec des corps à corps, etc. Ça me paraît très complexe comme ça. Yes, l'avant-dernier, ça va être le fait que si on a un général et que celui-ci est un Galatian Champion, et s'il conteste un objectif qui n'est pas dans notre territoire, alors c'est 3 points de victoire. C'est dur parce que ça t'oblige à rajouter en plus à ton Galatian Champion le fait d'être général, donc de porter ton trait de commandement. T'as quand même un énorme panneau sur ce gars-là, où le mec se dit, si je le tue, t'as plus de général, tu perds ton optimisation qu'on a vu juste avant de compter pour 10 ou ce genre de choses.
Et en plus, tu perds ta tactique, donc tu perds 3 points de victoire. Maintenant, on rappelle qu'il y a une espèce de pierre du phénix qui permet au gars de ressusciter. Pourquoi pas la combinaison des deux, aller le chercher. Mais c'est un peu une manœuvre désespérée. Je vais prendre ça parce que j'ai pas de tactique facile dans mon Battle Tom. À voir. Yes, et enfin, le dernier, c'est cette journée est la nôtre. En gros, à la fin de la game, si on a plus de Galatian Champion que l'adversaire, c'est 3 points de victoire. Ça, je pense que c'est plus faisable dans le sens où tu as quand même des armées qui, de toute manière, vont en avoir beaucoup. Parce que c'est leur gameplay de base, encore une fois, Fireslayer joue des hordes d'infanterie et plein de personnages totems. Donc c'est pas déconnant de se dire qu'ils vont avoir jusqu'à 6 héros non montés, donc 6 Galatian Champions. Donc pourquoi pas se dire, dans tous les cas, déjà je pense qu'en face il y aura jamais 6 Galatian Champions, et ensuite il y a des chances que moi je lui tue là où je vais réussir à protéger les miens. Après le Fireslayer n'est pas forcément un bon exemple parce qu'ils ont une tactique automatique dans leur Battle Tom, donc ils n'ont pas besoin d'aller chercher ça, mais des armées basées sur des sorciers en cinch ou du Daughter of Cain qui reviendraient avec ses Queen, ce genre de choses, plein de petits personnages totems à pied, peuvent aller la faire. Je pense que en fonction de ta construction de liste, si t'en as on va dire entre 4 et 6, c'est peut-être la plus simple à faire quand même. Parce que ça ne dépend pas que du fait que ton adversaire va te tuer les tiens, comme la 4e, où il faut que tu en aies forcément 3. Là, si tu n'en as plus que 2, mais que tu as réussi à tuer tous ceux de l'adversaire, tu vas quand même la marquer. Donc je pense qu'elle se fait celle-là. Yes. Ensuite, on va passer aux tactiques de bataille, ce qu'on appelle nous les objectifs secondaires. On rappelle que c'est 2 points de victoire si jamais on arrive à la marquer et qu'on doit la déclarer au début de son tour. On connaît les 3 premières, donc on va aller assez vite. La première, c'est tout simplement de choisir une unité ennemie du champ de bataille et que celle-ci doit être détruite. Et en plus de ça, de contrôler plus d'objectifs que son adversaire à la fin du tour. Ouais, c'est gaining momentum, donc prendre de l'élan. C'est une des tactiques les plus scorées de la saison dernière. Pratiquement à chaque partie, les 2 joueurs la faisaient, avec un peu un jeu de ping-pong, comme la suivante. C'est une tactique fiable qu'on marque régulièrement souvent. Yes. Ensuite, on avait un œil pour un œil. Si on a pété une unité à nous, on va péter une unité à lui. Tout simplement. Ensuite, on va avoir un œil pour un œil, on la connaît. En gros, si on a subi une unité détruite au tour précédent, là, on va devoir en péter une et justement, on marquera 2 points de victoire. Oui, sans avoir à désigner l'unité qui va être détruite. En plus, contrairement à celle qu'on a vue juste avant, c'est le best-seller des tactiques de la saison d'avant. Elle était marquée systématiquement par les 2 joueurs à chaque partie. C'est bien qu'elle soit là, parce qu'encore une fois, ça permet à des Battle Tom n'ayant pas de tactique trop facile à faire dans leur propre Battle Tom, d'avoir au moins, on va dire, 2 tactiques avec les 2 premières, qui peuvent faire, quelle que soit la construction de la liste, c'est quand même bien de s'assurer, on va dire, 4 points génériques. Yes. Ensuite, le dernier qu'on connaît déjà, c'est le fait de pouvoir tout simplement contrôler un terrain dans le No Man's Land ou dans le territoire ennemi. Alors, celle-là était facile à faire. Aujourd'hui, on va voir qu'en fonction des scénarios, encore une fois, comme il y a des zones de déploiement qui sont un peu particulières, elle peut devenir un petit peu plus complexe. Mais en fait, globalement, elle nécessite pas une synergie de liste particulière. Si à un moment, tu te rends compte que tu peux le faire, tu vas aller marquer 2 points facilement. On rappelle que quand on prend le contrôle d'un terrain, on ne peut pas aussi contester un objectif. Donc il y a des choix à faire. Et comme commence à y avoir des scénarios avec beaucoup d'objectifs, je trouve un peu plus qu'avant, il va y avoir un peu plus de choix. Mais globalement, elle reste quand même relativement facile. Yes. Et enfin, la dernière qu'on connaît déjà, on va choisir une unité ennemie sur le champ de bataille et son général doit la détruire. On la faisait pas souvent, celle-là. Ah si, quand on joue Archaon, ce genre de choses. Et qu'Archaon était le général, mais c'était rare. Voilà. Parce qu'on rappelle que c'est la figurine choisie pour être le général. C'est pas le War Master. Voilà, c'est pas le War Master. Donc les gros personnages ayant le tag War Master, donc comptant comme étant votre général, ne peuvent pas faire ça. Donc c'était quand même assez rare. On la faisait peu et je vois pas de raison que ça change. D'autant plus si on essaie de combiner son général avec le fait qu'on veuille en faire un Galatian Champion, qui sera encore une fois pas une brute de clause, je pense qu'on la verra pas plus qu'on la voyait déjà. Yes. Ensuite, au niveau des nouveautés, c'est A Matter of Honor. On va choisir une unité ennemie Galatian Champion en Galatian Sword Bodyguard, donc sous-entendu soit le personnage, soit sa cour, et elle doit être détruite par soit un personnage qui, justement, est Galatian Champion, soit sa cour. Ouais, alors déjà, ça nécessite d'avoir une Sword Bodyguard, donc d'être allé chercher le bataillon, ce que je pense tout le monde ne fera pas. Après, tu vas quand même, je pense systématiquement avoir un Galatian Champion en face. Aujourd'hui, ça me paraît quand même vraiment suicidaire et contre-productif de se pointer avec une armée sans au moins un Galatian Champion, voire 2. Donc si toi, tu as un Galatian Champion équipé corps à corps et en face, tu n'as que des sorciers, des totems ou des prêtres, il y a quand même un moment où tu vas réussir à la faire. Si en plus, toi, tu as une Sword Bodyguard, il faut imaginer que 15 berserkers, par exemple, énervés quand ils vont tomber sur, au hasard, une Queen, bon, je pense qu'ils vont réussir à marquer la tactique sans trop de difficultés. Attention, encore une fois, à la petite pierre du phénix qui peut te faire rater la tactique si le gars que t'as tué ressuscite. Yes, ensuite on continue, l'autre est, celle est difficile, c'est le chef de l'assaut, pas le accord, hein, l'assaut final. En gros, tout simplement, il va falloir contrôler au moins 2 objectifs dans le territoire ennemi et qu'elles soient contestées par un de nos Galatian Champions à nous. C'est dans le territoire ennemi qui la rend extrêmement difficile parce qu'il y a quand même moins de scénarios où la moitié de la table est le territoire ennemi, donc déjà il faut avoir 2 champions
qui contestent et qui contrôlent 2 objectifs dans le territoire ennemi. Il y a des scénarios où il n'y a pas d'objectif dans le territoire ennemi. Donc celle-là me paraît effectivement, comme tu l'as dit, bel euphémisme de début d'année, assez complexe. Yes, United on Fence, on va pouvoir choisir un objectif contrôlé par son opposant. Il peut être n'importe où sur le champ de bataille. Et en gros, il va falloir qu'on le contrôle avec au moins 2 Galatian Champions. C'est le au moins 2 qui le rend difficile. Parce que reprendre un objectif à l'autre avec au moins un champion à nous, ça se faisait relativement bien. 2, ça polarise, je trouve, beaucoup de ton armée et de tes personnages totems qui n'ont pas forcément toujours envie de se suivre, parce que la plupart du temps, tu as quand même envie de les dispatcher à différents points du champ de bataille, surtout que des scénarios vont te demander qu'ils soient dispatchés sur différents points. Là, en mettre 2 pour marquer seulement 2 points, c'est compliqué. Et le dernier, ça va être Cunning Manœuvre. On va prendre un Galatian Champions ami, qui est à plus de 3 pouces de toute figurine ennemie, et il doit terminer le tour à plus de 3 pouces de toute figurine ennemie, et en plus de ça, contester un objectif qui n'est pas dans notre territoire. Ça se fait. Voilà, globalement, ça veut dire qu'en fait, votre personnage ne peut pas aller contester un objectif en chargeant corps à corps. Donc, il faut quand même qu'il fasse attention à ses placements parce qu'il ne doit pas être engagé au moment où la tactique, on vérifie la condition des 2 points ou pas. Mais globalement, je pense qu'il se fait celui-là. Des nouvelles, c'est peut-être une des plus simples parce qu'elle ne nécessite qu'un seul champion. Encore une fois, je rappelle qu'on en aura forcément. Maintenant, on se rend quand même compte que heureusement qu'il y a Gaining Momentum, œil pour œil, et le contrôle des décors, parce que celle du général, on l'a fait quand même peu, et les 4 nouvelles sont quand même compliquées. Et encore une fois, ça polarise, je trouve, le niveau de puissance des Battle Tomes entre eux un peu plus qu'avant, là où ceux qui ont des tactiques faciles à faire, prennent encore un petit avantage supplémentaire sur le scoring. Yes, honnêtement, ça me fait vraiment mal de chier dessus, mais t'as complètement raison. Et déjà, je trouve que avoir un jeu avec autant d'armées, c'est difficile à équilibrer. En plus de ça, quand tu rajoutes une surcouche d'objectifs secondaires et primaires, pour ça, c'est compliqué, parce que tu peux avoir des armées qui sont mauvaises, mais avec des très bonnes grandes stratégies ou tactiques de bataille. Et en plus de ça, tu le sais, ta version, elle va durer au moins 3 ans. Ça veut dire que tu vas lisser la sortie de tes armées sur au moins 3 ans. Donc ça veut dire que t'as des mecs qui vont se faire chier pendant au moins 3 ans. Allez, fin de la review. 2023, on va faire du mahjong sur la chaîne, parce que ça, au moins, il y a un méta qui n'évolue pas. Oui, ou les échecs, c'est vrai que ça fait quelques temps que ça n'a pas trop bougé. Ouais, je suis d'accord. Jusqu'à présent, je m'opposais quand même souvent à ton argument en disant que globalement, à peu près toutes les armées pouvaient quand même se trouver leur tactique et aller chercher leurs 10 points, même sans avoir 2-3 tactiques auto-include dans leur Battle Tome. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu moins vrai quand même si on rappelle que les 3 premières sont quand même globalement assez faciles à faire. Voilà, les armées qui ont 2-3 tactiques faciles ont un petit avantage. Alors certes, des fois, ça permet de remonter des armées qui sont un peu en dessous, mais qui ont des tactiques faciles et qui peuvent remonter sur le scoring. Maintenant, les armées qui aujourd'hui sont fortes et qui demain, grâce à ça ou à cause de ça, vont l'être encore plus, parce qu'il y a vraiment des armées qui gagnent des ups monstrueux avec cette nouvelle version. Voilà, c'était peut-être la goutte d'eau supplémentaire qui n'était pas nécessaire pour les rendre encore meilleurs. On a fait le tour des nouvelles règles pour cette nouvelle saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les scénarios? On va pas paraphraser tous les scénarios, il y en a plein, tu l'as dit, ils sont tous relativement frais, et ça c'est assez sympa. Ils sont intéressants. Donc tu arrives toujours à une table en te disant « Putain, c'est cool ». Alors, les 6 premiers du tableau 1 sont les mêmes d'avant, c'est des scénarios relativement équilibrés. Vous allez retrouver les chemins de Nidus, vous allez retrouver le butin de galet, vous allez des trucs classiques, avec un certain nombre d'objectifs à contrôler sur des zones de déploiement relativement banales. Et après, on arrive sur les petites nouveautés de la saison, et là, on va retrouver des bons éléments qui ont été piochés dans un peu toutes les saisons. C'est-à-dire vous avez un scénario où le joueur numéro 2 à jouer dans le round 3 va brûler un objectif. On retrouve donc le fameux saison 0. Vous avez un scénario où les zones de déploiement sont en hauteur sur une table qui est à l'horizontale avec des objectifs excentrés sur le côté qui vont disparaître au début du tour 4. Vous en avez un autre où vous avez 5 objectifs en diagonale et les joueurs vont pouvoir les désactiver et les réactiver. Alors je dis les joueurs, c'est pas un choix, c'est des jets de dés, mais ça peut se réactiver constamment. Et encore une fois, sur ces 6 nouveaux-là, beaucoup d'occurrences de points supplémentaires contrôlés via les vétérans champions, ou alors un objectif carrément, ce qu'on appelait les scénarios de héros avant, où seuls les champions peuvent contrôler les objectifs. Voilà. Donc, indispensable d'en jouer au moins un, voire sur certains scénarios au moins 2, sinon tu peux pas scorer. Avec des zones de déploiement qui sont un peu spéciales. Hein. On a des ailes dans tous les sens qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant. Donc ça, les bunkers défensifs aiment pas trop parce qu'ils n'auront pas la place de s'installer. Donc ça, je le trouve quand même bien. Il y a beaucoup de fraîcheur sur un nouveau scénario qui ont l'air quand même très intéressants et qui nécessitent d'être joués un certain nombre de fois pour être bien compris, alors que les 6 premiers sont quand même relativement simples. Et c'est bien, ça pour le coup, ça apporte beaucoup de fraîcheur.
Les scénarios étaient pour moi le gros point fort de la saison précédente, parce qu'ils étaient quand même vraiment intéressants, et je suis content que les 6 nouveaux, qui enlèvent les 6 plus intéressants d'avant, soient au moins tout aussi intéressants, donc ça c'est chouette. Moi, ce que j'aime, on va afficher en fait les 6 nouveaux. En fait, en gros, comme tu l'expliquais, le manuel général est divisé en 2 parties. Ils ont ce qu'ils ont appelé les tables 1 et les tables 2, donc les 6 anciens et les 6 nouveaux. Et en fait, regardez la géométrie des 6 nouveaux. En fait, ce qui est bien, c'est que on dit souvent que contrairement à Warhammer 40 000, mais ça s'est fait au détriment de l'équilibrage du jeu, c'est qu'il fallait charger les tables. Or, sur AOS, clairement, les décors ne sont pas le 3e joueur, alors que là, c'est le discours officiel de game sur Warhammer 40 000. Mais là, quand on regarde ça, c'est super jouissif, encore une fois. Enfin, vraiment, il faut se rendre compte qu'on va se déployer avec des formes différentes et ainsi de suite. Et en général, les joueurs d'Age of Sigmar aiment bien répéter systématiquement le même déploiement. Et ben là, ils vont devoir s'adapter. Et il n'y a pas mieux que de se dire, OK, contexte actuel, voilà ce que je dois faire. Et ça, c'est génial. Ah, je suis d'accord avec toi, il y a des zones de déploiement qui induisent une macro-gestion qui est totalement différente de ce à quoi on peut avoir été habitué, parce que pour le coup, il y a une vraie innovation, ce qui est quand même un tour de force, parce que les scénarios, on en a depuis la V1, il y en avait 12 en V1, il y en avait 18 en V2, après on a eu la saison 0, il y en avait la saison 1, où il y en avait encore 6 nouveaux, puis là il y en a encore 6 nouveaux, et à chaque fois ils arrivent à renouveler l'originalité et l'intérêt des scénarios. Je trouve que pour le coup, chapeau à l'équipe de conception, c'est du vrai bon boulot, et combiné à tout le reste, je pense que c'est le dernier coup, on va dire, dans le clou pour dire vous ne pouvez pas jouer sans vétéran champion. Et il y a des armées qui n'en ont pas. Voilà, je disais tout à l'heure, quand on regarde les listes phares de la méta, des tournois, ou qu'on fait des perfs, on se retrouve souvent avec des listes qui n'avaient pas de vétérans champions et qui vont devoir forcément changer et s'adapter sous peine de ne pas pouvoir jouer 6 scénarios sur 12. Et comme une fois, en tournoi, on ne sait pas sur quel scénario on va jouer, on ne pourra plus faire ça. Et je trouve ça assez intéressant. On a fait le tour de ce qui va faire la richesse de cette nouvelle saison. Quelqu'un qui voudrait commencer Warhammer Age of Sigmar aujourd'hui, clairement, il n'a pas acheté le livre de règles de base, qui en plus coûte une couille. Il a juste à acheter ce livre, qui est super bien fait en termes d'ergonomie. Il est à la fois beau, clair, bien découpé, même le fait qu'il tienne debout et qu'il, franchement, c'est un super beau livre. Et dedans, vous avez tout. Vous avez donc les règles qu'on vient de voir de la saison. Vous avez aussi, à la fin du livre, toutes les règles génériques du jeu. Et ça comprend aussi les améliorations et ainsi de suite du livre de base. Les sorts persistants, tout. Et en plus, les sorts persistants. Où là, pour le coup, il n'y a pas de modification, donc on va pas les voir aujourd'hui. Non. À noter simplement juste une chose, parce que quand j'ai vu ça, je me suis étranglé. Le soleil violet, c'est l'ancien. Tu te dis, ils sont revenus en arrière, ils ont remis le soleil violet dégénéré. Non, parce qu'en fait, la data slate qui arrive derrière garde la FAQ, donc la modification du soleil violet. Pourquoi ils l'ont pas intégré dans le corpus de base, je sais pas. Peut-être pour un jour ramener cette horreur, mais voilà, en tout cas, ils n'ont pas changé, mais rassurez-vous, c'est le nouveau soleil violet. À noter une chose aussi, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a plus de points bonus sur les tactiques secondaires, et il y en a quand même très peu aussi dans les tactiques génériques de Battle Tomes, sauf Daughter of Cain, qui avait 2 tactiques, youhou, on pouvait marquer des points supplémentaires, et ben, c'est les seules choses qui ont été modifiées dans la data slate, c'est-à-dire la FAQ globale, où tout a été repris d'avant. Et le seul nerf, il tombe sur les docs, je sais pas pourquoi, où en fait, ils ne marquent plus un point supplémentaire sur leurs 2 tactiques particulières qui nécessitaient d'avoir des unités d'Erenis, donc de Witch. Bon, c'est pas dramatique comme nerf, on survivra, c'est les nerfs en point qui font beaucoup plus mal sur l'armée, mais globalement, c'est pas mal, je trouve, d'enlever les bonus que tu pouvais avoir par exemple sur les vétérans de galets, ou si tu mettais 2 unités chez l'autre, c'était 2, si c'était des unités de vétérans de galets, c'était 3. Parce que des fois, ça crée au point un différentiel non méritocratique, dans le sens où, si ton armée pouvait le faire avec les points bonus, tu marquais des points supplémentaires. Je pense par exemple à la saison 0, courir avec 3 monstres, t'avais 3 monstres, tu prenais 3 points, là où les autres n'en prenaient que 2. Le point d'écart, on crée un delta qu'on pouvait pas forcément rattraper alors qu'on faisait un perfect dans la game. Ouais, et ce delta n'était pas forcément lié à tes talents de général, on va dire. Donc ça, je trouve ça bien qu'ils aient voulu lisser, ils sont même allés lisser au point de faquer le seul Battle Tome qui avait des possibilités de le faire. Je crois que de mémoire, il y en a un autre qui sera rattrapé un jour ou l'autre par la patrouille. Voilà, sur la data slate, c'est la seule chose qui a changé, donc on retrouve les modifications qu'on avait notamment sur les Cruel Boys, la modification de leur sous-allégeance sur le tir, le soleil violet, le nerf des Raptors et des Dragons des Stormcast qui sont toujours nerfés comme avant, voilà, donc ça c'est une bonne chose. Et maintenant, on va arriver au coup en point, où là, par contre, je vais être un peu plus scolaire. Alors, globalement, c'est du bon boulot. Presque tout est logique. Et il y a quand même 2-3 trucs où je ne cache pas une légère incompréhension sur des armées qui ont l'air quand même... Alors, encore une fois, certes, on a eu le manuel en avance, et encore merci Games, mais on n'a pas un millier de parties de recul non plus. Donc, ce qu'on va dire est à prendre, encore une fois, avec des pincettes, c'est des ressentis personnels avant d'avoir vraiment pu pratiquer.
Mais quand on voit la disparition du Bounty Hunter, on se dit que toutes les unités qui étaient des vétérans de galets avant vont être plus difficiles à tuer, notamment les pinks, ou le pack de 30 pinks avec leur extrêmement bon sort que tu ne peux pas gérer, qui leur donne une protection à 5+, fait que tu as quand même un pack qui a littéralement 225 points de vie, donc pour le tuer, c'est quand même pas facile. Et les unités qui ont des bons Galetian Champions, notamment les personnages Buffer Firesayer ou les sorciers de Teach. Bon, ces armées-là qui, sans modifier leur gameplay, rentrent mieux dans la saison qu'avant, qui ont des grandes stratégies ou des tactiques que tu fais comme ça, parce qu'il y a écrit vous prenez 3 points ou vous prenez 2 points en faisant votre liste, qui en plus ont des coups en points qui parfois baissent, tu te dis, bon, il y a des trucs que j'ai pas compris. Mais globalement, tout va quand même dans le bon sens au niveau des coups en points. Il y a plein d'ajustements, plus 5, moins 5, plus 10, moins 10, qui changeront pratiquement rien. Il y en a des un peu plus impactants. À noter que ce qui est cool, c'est que pour une fois, ils ont fait le travail à notre place, ils l'ont directement mis. Tu sais, quand c'est vert, ça a baissé, quand c'est rouge, ça a monté. Avant de commencer, je voulais saluer le travail, en fait, justement, de l'ergonomie. Encore une fois, on a donc, par allégeance, le nom de l'unité, l'effectif de l'unité, son coup en point, la modification du coup en point. C'est énorme, hein, c'est trop cool. Bien. Le type sur le rôle, artillerie, behemoth, tout ça. Les notes, est-ce que c'est des unités uniques, c'est-à-dire des personnages? Et derrière, tu as même rajouté, alors qu'avant c'était dans un autre document, la taille du socle. Oui, ça c'est franchement, c'est trop cool. Ouais, non, mais ils ont fait un excellent boulot par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Et c'est gratuit. Quelqu'un qui aurait pas envie, justement, de jouer avec autre chose que les scénarios du livre de base, il peut à chaque fois quand même adapter ses listes et ainsi de suite. Donc on n'est pas quand même à la course de l'achat de papier en disant attends tous les 6 mois, moi j'ai fait 2 games seulement dans la dernière édition. Et reste dans la saison d'avant. Par contre, il y a quand même un principe d'équilibrage par rapport à l'attrition, par rapport au tanking, qui fait que c'est quand même mieux de jouer avec les coups en point à jour. Ouais. Alors on va passer rapidement sur l'ensemble des armées. Le but c'est pas de refaire une review de chacune des armées, un peu costaud. On va parler vraiment des coups en point qui ont changé de manière importante. À noter 2 choses, on le dit maintenant, c'est Gloom Spike Gitz et Beast of Chaos n'ont aucune modification. C'est le prochain battle. Voilà. Ce qui fait une transition un peu triste pour Cities of Sigmar, qui lui en a. Ce qui veut donc dire qu'on n'aura pas de nouvelle mouture. Alors je pense qu'il n'y aura pas de nouvelle mouture de Cities of Sigmar, mais les fameuses croisades qu'on attend, parce que dans Fluff ils en parlent tout le temps, encore une fois dans ce manuel ils en parlent. Je m'étais dit chouette, on n'en voit pas. 6 mois. Oui, ça aurait bien aimé qu'il arrive vite, parce qu'on a la tracklist en fait, on sait que il y a un Battletom Order qui va sortir, visiblement ce sera pas celui-là. Pour revenir sur City of Sigmar, il y a peu de modifications réellement impactantes, il y a quand même peut-être 2 unités qu'il faut surveiller je pense. Les Hammerers, qui est une bonne unité d'attrition, donc c'est les marteliers nains, ont baissé, c'est quand même une surprise, parce que ça tape fort. Et le Général sur Griffon, qui est de base quand même pas mauvais, a baissé, ça c'est une bonne chose. Sachant qu'en plus, depuis leur White Dwarf, ils ont des traits de monture sur le Griffon, notamment un qui est très fort. Je pense que ça redevient... Ça a toujours été une bonne pièce, mais je pense que ça devient une pièce qui est vraiment très bien maintenant. Petite surprise, c'est que tous les Galetian Champions n'ont pas monté. On pouvait s'attendre, grâce au surcroît de protection, parce que littéralement, la saison te dit tes Galetian Champions ne peuvent plus être tués au tir, à moins de se déployer comme un âne. Tu t'attendais à ce qu'ils prennent tous 5-10 points pour contrebalancer, et c'est pas le cas, et c'est plutôt une bonne chose, je trouve, de pas avoir dit, tiens, t'as des nouveaux jouets, mais attention, t'en mettras moins parce que ça coûte plus cher. Ça, c'est plutôt bien. On enchaîne ensuite avec les Daughter of Cain, et on voit un peu de rouge, mon Pride. Ouais, j'ai fait le grand chelem, c'est-à-dire que toutes les unités de ma liste ont monté. Donc Moratti... C'est que t'étais un gros con. Peut-être. J'assume. Les Blood Sisters ont monté, les Furies ont monté, la bonne version des Kinerax, c'est-à-dire celle de tir, a monté, la Hack Queen sur son chaudron a monté, et Moratti a monté. Bon, un jour Moratti coûtera plus cher que Nagash, parce qu'à chaque fois qu'il y a des coups en point, elle monte. Est-ce que t'es objectif dans ton sel? Alors, j'aime à penser que oui, parce que Doc était déjà une armée relativement moyenne. Mais pas à cause du coup en point, à cause des chasseurs. Alors, j'espère que la perte du Bounty Hunter pour une armée où toutes les figurines étaient en vétéran de galet va remonter. Maintenant, c'est pas non plus une armée de tanking absolue. Les nouveaux jouets, on n'en gagne pas tant que ça. Alors certes, le fait de plus perdre notamment la Gladiatrix ou les Hack Queen à pied au tir, ça c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ça fait du bien. Maintenant, comme toutes les unités ont monté à côté, on va en mettre encore moins. C'est vrai que c'était déjà un peu de l'élite. Littéralement, là, par exemple, dans la liste d'armées que j'avais avant, qui prend 200 points, je perds soit un pack complet d'infanterie, soit les 2 Galetian Champions. Donc sachant que maintenant tu es obligé de les remettre. On aura l'occasion d'en parler quand on parlera plus vraiment méta, intrinsèque de chaque armée. Mais est-ce que tu penses pas que finalement c'est un petit peu le syndrome du Techlist Nagash, où en gros, quand tu fais le choix, soit tu vas faire le choix d'avoir une pièce maîtresse à 700 points, parce que maintenant elle coûte le même prix que Techlist, soit tu vas justement faire de la masse et du MSU à côté.
Si, peut-être qu'il va falloir aller chercher dans Dreshiganet ou dans la Krace, c'est-à-dire des sous-allégeances qu'on jouait pas avec des hordes de Fury ou des hordes de Sisters, donc pas les Sisters Serpents, mais les Sisters of Slaughter, donc les Sœurs du Massacre, avec leur Païna 6, avec des personnages à pied pour multiplier, on va dire, les Galatian Champions. Je pense que le futur du gameplay d'Author of Ken est là. Maintenant, une des grosses forces de Moratti, des Slaughter Queen ou du Daughter of Ken, c'était la possibilité de frapper en face de héros. Toutes les armées l'ont gagné aussi. Alors on rappelle qu'il faut jouer en deuxième, et que ça marche pas sur tout le monde, etc. Alors que Doc c'est beaucoup plus permissif. Mais mine de rien, c'était une de tes forces, et t'as d'autres armées qui y ont accès aussi. Il y a des armées de corps à corps qui tankent mieux, qui frappent plus fort, qui saturent plus, qui ont de la meilleure reine. Voilà. Daughter of Ken est assez compliqué. J'espérais une baisse de points, pour être tout à fait honnête, sur la plupart des unités pour aller chercher les grosses armées du méta. Tu me fais une très belle transition parce que l'armée d'après, c'est les Fire Slayer. L'armée Fire Slayer qui était déjà très bien placée au niveau justement des tier lists. En tout cas, ça fait partie des armées qui fonctionnaient très très bien. Et là, on voit quasiment que du vert. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'ils fonctionnaient déjà très bien dans la dernière saison. Là, on est sur une saison qui est faite pour eux. En gros, on parle d'une armée qui n'a que des unités d'infanterie qui tapent comme des malades ou qui tankent comme des malades et qui sont escortées de personnages. Donc en fait, par définition, c'est une saison pour eux. Et en plus là, on voit quasiment que du vert. Oui. Non mais c'est difficilement compréhensible. Bon, les joueurs Fire Slayer, ils sont aux anges. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Fire Slayer était un des meilleurs Battle Tom, surtout en équipe, mais était quand même un des meilleurs Battle Tom de la saison d'avant, sachant qu'ils étaient tous vétérans de galets et qui donc subissaient tous lourdement le Bounty Hunter. Donc aujourd'hui, ils ne le subissent plus. Et comme tu as dit, sachant qu'il y a quand même peu de lys Magmadrot, ils sont truffés de petits personnages qui sont tous maintenant des vétérans champions. Donc ils ont un buff de la disparition du vétéran de galet, un up conséquent de leurs personnages totems structurants très forts qui ne pouvaient être gérés qu'au tir et qui ne vont plus pouvoir être gérés au tir. Et puis bon courage pour les gérer à la magie. C'est du 6 points de vie, c'est une immune à 4 avec l'icône d'obsidienne, etc. Et en plus de ça, les Earthguard Berserker et les Vulkites baissent. En fait, c'est là où moi j'ai une incompréhension. En fait, je comprends que l'équilibrage se fasse à l'unité d'un War Scroll, donc d'une fiche d'une unité. Mais le truc, c'est que tu peux pas dire, attends, tu sais quoi, tes petits persos, je les augmente de 5 points, et finalement, dans une liste, je vais en mettre 3-4, donc ça va faire une augmentation de 15 points, et te dire que je vais retirer 10 points sur un pack que tu vas faire x2. Tu vois, parce que je veux dire, non, mais pour le coup, ça, c'est vrai que les deux listes classiques qui avaient été jouées, notamment sur la finale par équipe, t'avais Néo, donc joueur de l'équipe de France, qui jouait, je crois, 5 ou 6 lignes de 10 Vulkites. Ils ont baissé de 10, qui viennent de gagner 60 points. C'est pas très loin d'être le prix d'un petit personnage. Donc il va pouvoir rajouter un personnage dans sa liste. Et nous, dans notre équipe, on jouait 2 unités de Earthguard qui ont baissé aussi. Donc c'est pareil, on les avait renforcés au maximum. On regagne 60 points. C'est énorme de gagner ça. Bon, le Grimras a monté, il a pris 5 points, terrible. C'est ça, et c'est pile, oui, mais c'est les Auric ont perdu 5 voilà, 5 points. Donc Non, mais les Fire Slayer, c'est une des deux Battle Tom largement gagnant dans ça. En plus, ils jouent très bien les nouveaux scénarios. Ils ont tout. Justement, est-ce que le problème, c'est pas les scénarios avec 6 à 8 objectifs? Eh ben non, parce que les scénarios avec beaucoup d'objectifs, c'est plutôt ceux qui ont disparu. Les 6 nouveaux anciens, donc le tableau 1 hérité de la saison d'avant, jouent peu d'objectifs et les Fire Slayer étaient bons dessus et ils vont être bons sur les nouveaux parce que la plupart des nouveaux, soit tu peux brûler des objectifs, ils aiment bien parce qu'il y en a moins, soit tu peux les deux grands écarts, soit tu peux en désactiver. Ben oui, mais les deux grands écarts, ils se désactivent au bout d'un moment. Donc ils vont polariser leur gameplay et en plus ils remplissent toutes les conditions. Ils n'ont pas besoin de twister leur liste en forçant des Galatian Champions parce qu'ils ont déjà 4, 5, 6. Et en plus, c'est un Battle Tom qui a de très bonnes tactiques et surtout une grande stratégie quasiment auto-incluse. Donc ça fait partie des grands gagnants de la saison. Bien ou pas bien, ce qu'il faut se dire, c'est que les saisons vont durer 6 mois. Parce que maintenant, on va avoir un rythme avec 2 sorties par an. Et peut-être qu'ils vont dominer pendant 6 mois. Et peut-être que la prochaine saison, ce sera full cavalerie, qui seront très tristes. C'est rigolo parce que, oui, voilà. On va certainement dans ce sens-là. Ça va me permettre aussi, encore une fois, de faire une transition. Et le prochain Battle Tom qu'on va voir, c'est les Idonettes. Et on voit aussi que les Idonettes, il y a beaucoup de vert dedans. Du vert assez fort, qui va nous permettre quasi systématiquement de rajouter un personnage ou une petite unité. Ouais. Et est-ce qu'on va pas à l'encontre d'une doléance qu'on avait mise, qui était de se dire qu'on a l'impression, en tout cas, que les armées des Jeff Sigmar devenaient plus petites. Et là, le fait de rajouter un pack, ou un personnage, je trouve qu'on contrebalance un petit peu ça, et je trouve ça positif. Ouais, je trouve ça positif aussi de manière globale. Après, sur les Idonettes, il y a quand même une chose qu'il faut se dire, c'est qu'ils avaient la règle cauchemar oubliée. Donc en fait, ils avaient la protection de leur personnage de base, et quelque part, ils la payaient.
Donc ils continuent à payer dans leur coût en points sur ces personnages une règle qu'ils n'ont plus besoin de payer parce que maintenant tout le monde y a accès. Maintenant tout a baissé, notamment les 2 unités de cavalerie. Alors là, pour le coup c'est une baisse en points totalement méritée parce que quand tu les comparais... Ils sont à 180 points. Les deux, ils étaient à 195 avant. Voilà, les 3. Ça se joue par 3. Non, les 2 unités. Ah oui, oui. Mais voilà, c'est totalement mérité quand tu les compares au Blood Knight, au Gorgunta, ce genre de choses, c'était trop cher. Ça restait des bonnes unités, maintenant la baisse est parfaite. La petite surprise, c'est la hausse en points des Alopex, des requins, qui est pas une unité qui est dominante, mais c'est une des 2 options d'équipement. On rappelle, c'est le fameux tir anti-piling, et c'est une des règles sur laquelle tu craches beaucoup, parce qu'elle est un peu concon. Donc à la rigueur, c'est bien de l'augmenter pour tous les petits malins qui les prenaient en allié, qui vont payer ça plus cher. C'est bien. La Kélian Léviadon a beaucoup baissé, alors ça c'est ultra mérité. Volturnos a baissé, ça c'est moins mérité. Lotan a baissé, alors ça c'est immérité totalement, parce que ce mec est beaucoup trop fort pour son coup en point, et il baisse. Alors lui, il peut pas être Gaëtian champion, parce qu'il est unique, mais de toute manière, il s'en fout, il peut pas se faire tirer dessus, parce que Cauchemar, oublié, Idonette, machin, tout ce que tu veux. Lui, je le comprends pas, bon, tant mieux pour les joueurs Idonette. Mais globalement, ça va dans le bon sens pour eux. Je suis pas sûr qu'ils soient tellement plus à l'aise sur cette saison-là qu'ils étaient sur la saison d'avant, à voir. Mais globalement, dans leur coup en point, comme tu as dit, ils vont rajouter un personnage via la baisse de pratiquement toutes leurs unités, donc ça va dans le bon sens. Yes, on enchaîne ensuite avec les Caradrons, et pareil, belle diminution du coup en point. Alors, il faut savoir que les Caradrons, c'est un très vieux Battle Tome, mais qui dispose d'un White Dwarf dans lequel ils ont justement des tactiques et ainsi de suite, et que c'était très très fort. C'est-à-dire que c'était une armée, en tout cas, qui, en termes d'attrition pure, était très fort. Est-ce que là, le fait de ne plus sniper les personnages va réellement jouer, plus la diminution du coup en point? Enfin, il y a quand même... Alors, heureusement qu'ils ont une diminution du coup en point, parce que le fait de ne plus pouvoir tuer les personnages, ça leur faisait mal. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'armées aujourd'hui qui tankent bien, et en fait, ils ont plus non plus l'attrition au tir, parce qu'ils ont quand même un petit problème de rend, pour laver entièrement les armées, et donc en fait, leur stratégie, c'était quand même de sniper les personnages, notamment avec les tirs de leurs bateaux, pour enlever les synergies en face, et pour pouvoir après lutter par rapport à ça. Et mine de rien, c'est quand même l'armée qui bénéficie le plus du bataillon expert conquérant, qui en fait ça te permettait pour tes Galétiennes vétérans, il y a que ça dans l'armée, de compter pour 3, et en fait ils avaient de la prise de points facilitée avec le débarquement d'unités d'arcanautes en justement expert conquérant pour prendre les points. Bon là ils perdent ça, ça leur fait un peu mal, et s'ils veulent continuer leur gameplay, c'est-à-dire d'aller sniper les unités d'en face, ils sont obligés de prendre le bataillon sharpshooter et ses 3 poses, ce qui leur fait pas du bien. Parce que je rappelle, ils ont quand même souvent besoin de deuxième artefact, donc déjà d'un bataillon qui leur explose les poses. Donc s'ils prennent en plus ça, ils vont jouer à 10 poses, donc ça veut dire qu'ils vont forcément commencer, parce que leur adversaire va les laisser commencer, et donc ils vont s'exposer à un double tour qui peut quand même leur être fatal. Donc sans la réduction des coups en points, l'armée dégringolait. Maintenant, c'est quand même des grosses réductions de coups en points, notamment sur les bateaux, et je pense que ça les maintient là où ils étaient, c'est-à-dire une bonne armée. Ok, on enchaîne ensuite avec les Luminettes, où pareil, chose assez intéressante, c'est la partie Alarite qui s'est fait nerfer, en tout cas qui subit une augmentation de coups en points, et une grosse partie du reste baisse, notamment les cavaliers, ce qui est normal, parce qu'ils sont pas dans leur saison. Mais on voit quand même des pépites. Hein. Les Dawn Rider, moi je trouvais que c'était une très bonne unité du Battle Tome, elle baisse encore, elle commence à devenir vraiment hyper intéressante, et eux ont la projection du sniping de Gaëtian vétéran. Parce que, certes, les archers prennent quand même un coup dans la tête, parce qu'ils peuvent plus tirer sur les personnages en face, ils ont pas non plus la létalité d'avant pour aller détruire une unité, par exemple, de 30 figurines, ou avec des protections contre les blessures mortelles, ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, je pense au Varangard, ou Earthguard Berserker, t'as beaucoup d'unités qui ont des protections. Et donc les archers ne pouvaient plus les gérer, par contre les archers te déglinguaient tous tes personnages. Aujourd'hui ils peuvent plus le faire. Donc peut-être que ton meilleur moyen de les déglinguer, c'est une flèche justement de Dawn Rider avec Speed of Fish pour bouger traverser 3 fois la table et aller chercher le personnage derrière. Donc il baisse en points, c'est une bonne surprise. Effectivement, la hausse des Alarites, notamment d'Avalénor, est parfaitement méritée, parce que pour le coup il était trop fort pour son coup en points, lui. Il est toujours très bon. Ça va dans le bon sens pour les Luminettes, je pense pas que ça va changer monstrueusement leur gameplay au niveau des coups en points. Par contre, au niveau de la liste globale, ils bénéficient pas non plus tant que ça, je trouve, de la saison, pour eux-mêmes. C'est-à-dire que, certes, ils vont protéger leurs sorciers, mais globalement, ils les protégeaient quand même déjà bien, via les Turquartz, via le sort de protection à 5 de Teclis, via le sort déterré, via leur décor qui met un personnage en garnison, ce genre de choses. Par contre, plus pouvoir déglinguer au tir les personnages d'en face, je pense que ça va les obliger à modifier un peu leur manière de jouer. À voir. Il n'est pas impossible qu'on ne voit plus du tout d'archers. Hein. Et que l'attrition aille se cercer au corps à corps parce que justement de tricks de mobilité, de blocage et ainsi de suite. J'ai envie de te dire, la Sworn Bodyguard, les archers en bénéficient absolument pas. C'est peut-être l'armée qui va systématiquement pour le coup aller chercher le bataillon Sharpshooter en disant tant pis je vais jouer en 4 pauses, ce qui est quand même pas... Et mon gros pack d'archers va pouvoir continuer à déglinguer les personnages. Je pense même que si tu veux continuer à des archers, ça va être quasiment indispensable de chercher ça. Donc encore une fois, il y a ce garde-fou là. Tu peux très bien te dire, je joue en 4 pauses, j'ai un pack de 30 archers,
Il va quand même mourir moins qu'avant, hein, parce que mine de rien, ils sont plus Earthguard vétérans, et il va pouvoir continuer à sniper les personnages. Entre guillemets, la lumière au bout du tunnel, si tu veux sniper, lumière, t'as vu. Je pense que pour les archers, c'est ça. Maintenant, pourquoi pas complètement changer de gameplay et aller chercher une armée beaucoup plus portée sur le corps à corps et la mobilité, ce qu'ils sont parfaitement capables de faire. Yes, on enchaîne ensuite avec les Séraphons. Où là, pour le coup, c'est binaire, c'est soit ça monte, soit ça baisse. Bah c'est bien parce qu'en fait tous les trucs trop forts ont monté, alors notamment les Bastiladons, la machine des dieux, enfin voilà, les trucs qui en cristallisé, on rappelle la fameuse sous-allégeance avec le -1 dégâts, bref. Et le reste a baissé, Carnotaur, Saurus, ce genre de choses. Maintenant pour le coup c'est un très vieux Battletom hein, qui commence à être patché dans tous les sens, ça reste très bon. Hein. Ça va dans le bon sens, voilà, ça va dans le bon sens. C'est pas un changement de leur gameplay. Je pense que globalement la saison leur va bien. Parce que leurs personnages totems, notamment tout ce qui est prêtre skink, sont hyper synergisants pour l'armée et on pourra plus les déglinguer à distance. Ça c'est quand même très fort pour eux. Et lui déglingue à la magie. Donc en fait, il continuera à tuer les personnages avec les sorts de masse de Croak, Comet Skull ou ce genre de choses. Ils vont pouvoir toujours gérer les champions d'en face à la magie. Et par contre, leurs champions à eux vont moins se faire gérer au tir. Donc je pense que c'est une bonne chose quand même pour les Séraphons. Yes, on enchaîne ensuite avec les Stormcast, où là, pareil, beaucoup de diminution, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir parce que c'est toutes les unités qu'on ne voit pas ou peu qui baissent, donc ça va dans le bon sens. Ça va pas en faire, je pense, des perles. Maintenant, on remarque qu'il y a quand même beaucoup d'unités de paladins qui baissent, tout ce qui est évocator, alors monté ou à pied, ce genre de choses. Donc pourquoi pas retester ces unités qui avaient été un peu écrasées par exemple, les Protectors ou les Annihilators ou ce genre de choses. Qu'on va pouvoir revoir. Les dragons sont toujours à 550, je pense à Krondys et à Karazai. Les Raptors ou les dragons classiques en unité n'ont pas repris un up, mais ils ont toujours leur up d'avant. Ça reste bien. Bon, Stormcast reste une très bonne armée, avec tellement d'unités qu'elle peut s'acclimater à n'importe quelle saison, et avec de bons personnages vétérans champions. Alors pas pour le côté corps à corps, même si ça tape correctement, mais t'as aucune brute de close. Par contre, un Castellan, un Relictor, les Vexillor, ce genre de personnages-là, maintenant protégés du tir, ça va commencer à devenir intéressant. Donc ça va dans le bon sens pour les Stormcast. Yes. Ensuite, les Sylvanettes, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à changement de coup en point. Or là, quasiment tout baisse. Est-ce que c'est suffisant quand on voit Alariel qui est toujours à plus de 800 points 820 points à l'Ariel. Ouais, Alariel reste trop cher. Maintenant, à l'exception des Kernus Hunter, qui étaient peut-être un poil trop bien pricés et qui prennent un peu, ça tue pas l'unité. Hein. Ils sont quand même forts. Maintenant, ils peuvent pas être Sword Bodyguard, ils peuvent plus être, enfin, c'est pas des vétérans de guerre, donc ils peuvent pas rentrer non plus dans le bataillon qui leur permet de taper, etc. Mais ceux avec faux étaient quand même vraiment très forts, notamment en Bounty Hunter où ils étaient anxiogènes pour l'adversaire. Ils le sont pas, maintenant tout le reste a baissé. Notamment les Gossamites qui ont une unité très glace canon, très sympa à jouer, mais qui coûtait trop cher. Les Trilords qu'on voyait jamais, ce genre de choses. Tout ça, ça baisse, donc encore une fois, c'est pas mal. Ce qui est intéressant pour eux, c'est de se dire que leurs personnages sont mieux protégés qu'avant. Maintenant, comme ils avaient quand même les mécanismes de forêt, ce genre de choses, ils étaient pas trop menacés. Moi, j'aime plutôt l'idée de se dire que tu peux avoir un espèce de TP générique pour un personnage qui va pouvoir accompagner une unité qui elle-même va se TP. Je pense qu'en termes de mobilité, ils vont encore plus s'amuser. Certes, leur mobilité, elle est un petit peu volée et donnée aux autres armées, mais ça en fait encore plus. Ouais. Et excuse-moi, mais en fait, je trouve que le problème du Sylvanette, c'est que quand son plan passait, c'était une des armées les plus belles à avoir joué et les plus jouissives. Le problème, c'est que t'étais régi à un sort qui passe, à une charge à 6, et en général, à exploser ce qu'il y avait en face aussi, sinon tu perdais ton trade. Là, le fait d'être pouvoir être suivi par un personnage, de se dire que sinon c'est pas grave parce que ok, je vais perdre mon trade, mais au moins je vais pas me faire enfoncer ma backline avec la mort de mon personnage qui justement me permet de le faire sur une autre unité. Je parle du lanceur de sorts. Il y a une saveur derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est une des armées les plus agréables à jouer. Peut-être pas forcément à affronter, mais à jouer, c'était une des plus agréables. Maintenant, je pense que c'est quand même un petit peu un peu pour eux. Notamment la perte du Bounty Hunter, parce que les Sprites revenants, donc les gars sur les T'avais besoin d'être cherché d'un scalpel. Ils avaient besoin de ça. Ils l'ont pu, et aujourd'hui, je pense que l'armée sans le Bounty Hunter, tu vois, typiquement, ne peut pas passer 30 pink. Voilà. Non, là où avant tes unités... En fait, on aurait peut-être dû même commencer cette vidéo là-dessus. Les pinks, c'est de la merde. C'est une aberration au niveau du jeu. Quelqu'un en face de vous qui joue 30 pinks, il a juste compris qu'il y avait un trou dans la raquette, que pour un coup en point, il pouvait casser le jeu. Désolé de le dire, mais c'est exactement ça. Mais on ne peut pas émettre une critique à cause de cette unité. Parce qu'en fait, ça veut dire que malheureusement... Oublions les pinks. Le duel face au Fire Slayer, qui était, on va dire, un des classicos de la saison d'avant. Voilà, tu divises par deux ta létalité. Voilà, tu divises par deux ta létalité, et eux sont encore meilleurs. Voilà.
Donc avant le duel était déjà compliqué, maintenant il est ingagnable pour Sylvaneth. Moi je pense qu'il y perd un petit peu parce que il peut pas avoir de Sword Bodyguard. T'as aucune unité intéressante à mettre dans Sword Bodyguard parce que ni les Spite Revenants ni les Kernos Hunter ont moins de 4 points de vie, donc ils peuvent pas rentrer soit dedans. Soit t'as des montures, soit t'as plus de 4 PV en voilà, Sylvaneth, donc tu vas pas faire une unité de Sword Bodyguard avec des, je sais même plus comment ils s'appellent, les Tri Revenants, c'est quand même pas dingue. Les armées full monstres sont pas tellement meilleures, certes t'as des baisses en points mais elles sont pas folles, et pour le coup la perte du Bounty Hunter, je trouve, leur fait très mal. Et je pense qu'ils ont un mauvais match-up contre Etsinch et Fireslayer, qui sont, je pense, les deux armées qui ont le plus gagné et qu'on va quand même beaucoup voir, notamment en compétitif. C'est marrant parce qu'en regardant les nouveaux scénarios, je me dis qu'ils gagnent sur les scénarios. Parce qu'en effet, ils ont une telle mobilité de TP et ainsi de suite que quand on va regarder la table en disant ça, c'est marrant, il y a un caillou là. Bon, bah alors lui, je vais le transformer en forêt parce qu'il sera à côté de l'objectif. Et au pire, si c'est là-bas que ça se TP, comme j'ai la plus grosse mobilité du jeu, c'est peut-être moi qui vais le mieux réagir à cette adaptabilité qu'on demande sur ces nouveaux scénarios. Ouais, mais cet argument est vrai, mais il était déjà vrai avant, et ils avaient quand même, pour eux, une bonne attrition, quoi. C'est-à-dire que là, ils perdent quand même, je trouve, beaucoup en attrition, et certes, ils ont toujours cette mobilité-là, mais c'est pas non plus une armée, quand tu regardes, où t'as des tonnes de Galetian champions que t'as forcément envie de jouer. Alors, le personnage qui buff les Kernous est bien, mais comme il peut pas faire une Sword Bodyguard avec des Kernous parce qu'ils sont pas éligibles, bah, il perd un peu de son intérêt par rapport à ça. Le Warsong, qui est une des pièces maîtresses du Sylvaneth, n'avait pas de problème de tir, donc au final, est-ce que tu vas mettre une unité de ligne à 1 pouce de lui dans ta forêt pour dire tu peux pas me tirer dessus, sachant que tu peux déjà pas me tirer dessus, donc je trouve qu'il en bénéficie pas plus que ça. Par contre, ça fait partie des armées qui peuvent bien lancer les sorts et exploiter le fameux sort du royaume, ce genre de choses. Donc à voir, mais globalement, un peu le même discours que Caradon. Heureusement qu'ils ont des baisses en points global, parce que sinon je pense qu'il est dégringolé, quoi. Yes, on enchaîne ensuite et on passe côté chaos. On va commencer par en plus un Battle Tome qui a été annoncé, c'est Blade of Corn. Ouais, alors Blade of Corn, pour le coup, reste toujours un Battle Tome que je trouve extrêmement intéressant à jouer. Alors, ils ont perdu leur Prince Démon complètement débile, tant mieux. Maintenant, ils ont beaucoup de personnages qui peuvent être des champions, des Galetian Champions, et qui tabassent. Voilà, je pense notamment au Seigneur de Corn, avec sa super hache qui se coule, ou sur un 5+, si tue n'importe quoi, ou ce genre de choses. Et il y a quand même des unités type le Sanguinaire, ce genre de choses, qui étaient de bonnes unités, qui pâtissait quand même un peu parce que c'était de l'infanterie à 1 PV ou à 2 PV. Dès qu'il y avait un Bounty Hunter en face de toi, c'était le drame absolu. Bah déjà le Bounty Hunter est parti, et maintenant mine de rien, t'as quand même beaucoup de bons champions, et puis t'as quand même la possibilité de tailler avec Staff to Darkness, avec des unités marquées Korn, et on rappelle la Vanguard, les Chosen, ce genre de choses, c'est quand même vraiment très fort. Donc ça va dans le bon sens. Après, encore une fois, c'est quand même un Battle Tome qui est assez ancien, qui a un White Dwarf fort sympathique, qu'il a quand même vraiment bien buffé, notamment sur une utilisation beaucoup plus permissive et beaucoup plus moderne, actuelle, V3 de la Dîme 200. C'est un bon BT, je pense que ça va le rester. Maintenant, vivement qu'ils aient quand même leur BT V3. Mais pour ceux qui jouent Korn, je pense que c'est quand même un vent de fraîcheur parce que tes personnages totems, notamment tes priests, tes slaughter priests ou ton blood secrator, avaient quand même tendance à se faire déglinguer vite. Là, ils pourront plus se faire déglinguer au tir, et ils sont quand même très résistants à la magie, parce que c'est le principe de Korn. Donc, va gratter ces personnages synergisants totems. Ça va devenir compliqué, sachant que le Blood Secrator est quand même relativement immonde en termes de bulles, parce que plus une attaque sur quasiment toute ton armée, c'est fort. La game se jouait à, si je le dégèle pas suffisamment vite, en attrition pure, je vais me faire ouvrir. Maintenant, tu peux plus le tuer. Donc, c'est quand même pas mauvais, quoi. On enchaîne ensuite avec Disciple of Tzeentch, et c'est compliqué pour nous d'en parler parce qu'on ne voudrait pas faire d'incitation online parce que ça reste un jeu et qu'il y a des gens gentils qui jouent Tzeentch parce que c'est quand même assez stylé et ainsi de suite. Mais là, vous regardez le tableau, on l'a expliqué, mais on est sur une armée qui va un petit peu dire ta gueule entre guillemets aux règles qui sont là pour se prémunir du tir parce que eux, l'équivalent de leurs dégâts de tir, ils le font en magie, donc ils peuvent aller sniper les personnages assez facilement. Voilà, il y a ça à voir, c'est que eux ne peuvent toujours tuer les personnages d'en face avec la même facilité qu'avant, parce que de toute manière, ils le faisaient pas au tir, ils le faisaient à la magie. En gros, c'est très simple, on se rappelle, je vais vous faire le Battle Tome review accéléré, ce qui est à 18 pouces des sorciers de Tzeentch va mourir. Oui. En gros. Donc les personnages, ça va être la même chose. Mais sorciers qui avant ne pouvaient pas trop s'exposer, parce que quand même fragile, et assez facilement gérable au tir. Mais tu peux plus les gérer au tir maintenant, donc tu es obligé de les gérer à la magie, mais tu peux pas parce qu'en termes de dissipation, c'est la meilleure armée du jeu de loin. Et en plus de ça, on en avait parlé au début, quand le Battle Tome était sorti, c'était justement pour plein de doléances qu'il y avait contre eux, hein, c'est-à-dire vétérans de galets, on pouvait justement exploser les packs, donc ça manquait un petit peu de tankiness. Là, ils vont récupérer en tout cas la splendeur du coup en point versus de leur PV et ainsi de suite. Et nous, on avait interprété ces faiblesses
par des grandes stratégies très faciles à faire, puisque pour rappel, avec les dés de destin, vous gardiez 2 ou 3 dés de destin et vous marquez 3 points à la fin de la game auto, mais de façon, voilà, Achille peut le faire. Oui. Et ils avaient aussi d'autres tactiques de bataille qui étaient faciles, et là, en plus de ça, il y a une diminution des coups en points sur une partie de l'armée où parfois c'est justifié, parfois non. Vraiment, je pense que ça va être compliqué d'émettre une critique envers Disciple of Zinch. Est-ce que c'est un craquage de la part de Game Workshop ou est-ce que c'est une mauvaise interprétation de notre part? On a quand même sondé des joueurs internationaux et on semble tous avoir le même discours. Oui, en fait, le discours est simple, hein, c'est que pratiquement rien ne peut gérer 225 points de vie aujourd'hui. Excuse-moi, pour expliquer, là vous regardez, les Horrors of Zinch donc sont à 250 points les 10. C'est potentiellement une ligne ou une unité que vous allez pouvoir renforcer une fois, même si c'est pas des lignes, 2 fois si c'est des lignes. Donc vous pouvez monter à 30. Certes, c'est 250 points, mais aujourd'hui, avoir 30 figurines espacées entre guillemets d'1 pouce pour 750 points, qui représentent 150 points de vie, puisqu'ils vont dépop, et à qui on peut donner un sort quasiment automatique avec les dés, ou juste pas dissipop, parce qu'avec la portée blablabla, ça fait 225 PV en effet. Parce que ça va leur donner une protection à 5+. Et en plus de ça, on se rappelle, il y a une sous-allégeance qui permet de pouvoir faire en sorte qu'on ne s'en désengage pas. Ouais, mais c'est même pas ça qui va le plus jouer. Mais c'est vrai qu'il y a ça en plus. En plus, il y a ça. On peut se dire, ouais, mais ça bouge pas vite. Il y a un système de projection assez facile qui aujourd'hui est connu. À l'époque, il fallait l'inventer. Maintenant, c'est connu. Et vous avez un principe aussi de sort persistant qui est le pont, qui permet en plus de leur donner une grosse mobilité, parce qu'on va prendre l'unité à une proximité, à un bout d'un sort, mettre le deuxième bout de sort et les faire dépop de l'autre côté. Voilà. Et après ça, donc forcément, elles arrivent à plus de 9 de l'adversaire. On rappelle qu'on est en Zinch, donc on a des dés du destin, donc on va rentrer une charge à 9. Donc déjà, ça c'est trop fort, mais on le savait que Vétéran de Galée allait sortir, on savait que Bounty Hunter allait sortir, on savait que 30 ping, ça allait être infernal. Mais à côté de ça, tous leurs sorciers monstrueusement violents en face de magie, mais fragiles, deviennent pratiquement ingérables à distance, parce qu'encore une fois, tu ne peux pas leur tirer dessus, tu ne peux pas les tuer à la magie parce qu'ils vont dissiper tes sorts. Donc ils vont arriver de manière beaucoup plus permissive. Alors, ça marche pas sur le Blue Script parce que lui il est nommé, ça marche pas sur ce qui a des montures, ce genre de choses, mais tout ce qui est Fluxmaster, pas celui qui est sur disque, celui qui est à pied, le Gone Summoner, les Magisters. Donc là, tout ce qu'on avait dit dans la review sur mettez-les sur disque, vous oubliez, parce que sur disque, ils ne sont plus champions, donc ils vont se faire sniper, tirer comme des lapins. Tout ce qui est à pied ne va plus être tué, va pouvoir tuer quand même les personnages d'en face, va continuer à scorer de manière facile, parce qu'en plus, les tactiques, ils les font relativement bien, et ils en ont des tellement cadeaux dans leur Battle Tome, avec l'invocation qui va derrière. Et avec des baisses de points quasiment partout. Les Screamers ont un peu monté, c'était une des unités potentiellement phares qui était quand même peu jouée, on pensait qu'elle allait sortir du bois, ils prennent une petite hausse en points, ça leur fait un peu mal. À côté de ça, tout le reste baisse, et la doléance vient quand même du fait que les Tsangor pouvaient peut-être essayer de tirer leur épingle du jeu, mais là, t'as vraiment plus envie de les jouer, quoi. Les 2 unités montées ne sont même pas de l'infanterie, donc peuvent pas rentrer dans le bataillon Sharpshooter, ne peuvent pas être une Sworn Bodyguard, ne peuvent pas rentrer dans les bataillons vétérans de Galée pour taper sur 0,5, donc peut-être les Tsangor à pied, mais qui baissent pas. Voilà, donc c'est quand même un peu surprenant qu'ils baissent pas quand tu vois quand même tout le reste baisser. C'est comme les Fireslayers, en fait, ils ont tout gagné, rien perdu. Ils étaient déjà, pour moi, gut tier, donc là, ils sont... Et même si tu ne joues pas 30 ping parce que tu as envie d'avoir des amis, rien que les armées classiques avec des Kyrix, le Gruid Thaumaturge va devenir hyper fort, le Gone Summoner va devenir hyper fort, les Magisters étaient déjà bons, ils sont encore meilleurs. Voilà, c'est une armée qui gagne tout. On continue avec une armée qui, on l'espère, gagnerait tout. C'est Hedonite of Slaanesh. En tout cas, ça fait plaisir. C'est une diminution de 5 à 15% de points, encore partout quasiment. Est-ce que ça va suffire? Ça va dans le bon sens, on va pas se mentir. C'est sûr qu'ils en ont déjà, ils en ont besoin. Après, le Battle Tome a quand même, je pense, un problème global, on va dire, d'écriture entre l'allégeance, les War Scrolls, ce genre de choses. Mais évidemment, ça va dans le bon sens. Il y a quand même des baisses qui sont assez intéressantes. Il y a beaucoup d'infanterie, donc la perte du vétéran de Galée leur fait du bien, quand même, à ce niveau-là. Après, c'est quand même une armée dont les unités phares, je pense aux Blizzbarb Archers, ce genre de choses, étaient quand même basées sur le tir, et encore une fois, un peu la même chose que les Caradrons, le fait de pouvoir tuer les personnages d'en face, ce qu'ils vont plus pouvoir faire aujourd'hui, et ils ont pas de bons Galatian champions. Voilà, c'est un peu dommage, parce que Sigval, qui est leur personnage emblématique, est nommé, donc n'est pas Galatian champion. Et leurs gros personnages, ils sont pas Galatian champion, puis la plupart sont nommés, je pense à Sinessa ou ce genre de choses. Donc c'est pas une armée que je maîtrise extrêmement bien, donc je vais pas trop m'apesantir dessus. Évidemment, mais ça va dans le bon sens. Le fait qu'il soit allié à Slave to Darkness, est-ce que ça ouvre pas des portes? Si, c'est bien. Enfin, tout ce qui est allié à Slave to Darkness, comme c'est un Battle Tome qui est très très bon, forcément ça fait du bien à tout le monde. Maintenant, on rappelle, c'est 400 points. Donc, tu te dis que t'as quand même 400 points qui vont venir d'un BT avec des super War Scrolls, ça c'est quand même fort. Même si, comme c'est de la coalition, même si c'est marqué Slaanesh, ils ne bénéficient pas de la plupart des allégeances, parce qu'il faut être Hedonite of Slaanesh pour les avoir, ça aussi ça leur fait mal. Et dans les 1600 points qui te restent, une fois que tu as passé ta belle unité de Chosen ou de Varangward ou de guerrier du chaos, de cavalier, enfin ce que tu veux, marqué à Slaanesh, tout le reste a baissé. Presque. C'est quand même bien. Voilà, on va pas dire que c'est pas bon.
Est-ce que ça les propulse plus haut que ce qui était avant? Je pense pas, mais en tout cas, c'est clair que ça va dans le bon sens. La saison, ouais, il y a du bon et du contre. En fait, le fait de plus pouvoir sniper les personnages, c'est embêtant. Maintenant, le fait de moins se faire défoncer par le bounty hunter d'en face, c'est quand même bien, parce qu'on pense au Myrmidesh ou ce genre d'unité qui bénéficient bien quand même du fait de ne plus être vétéran de galets, ce qui va leur faire du bien. Et t'as quand même des Sworn Bodyguard assez sympas à aller chercher, notamment avec les Painbringers, ce genre de choses. Donc voilà, c'est even pour eux. Yes. Au niveau ensuite de Magortin of Nurgle, on voit un petit peu de baisse, ça fait plaisir, surtout sur les grosses pièces. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Après, les mouches ont monté, bien quand même. C'est normal. Qui était l'unité peut-être trop forte, voilà, qui écrasait un peu le reste du Battle Tome. À terme, on voyait pratiquement plus que ça. On va, je pense, voir revenir les armées basées sur les 3 Maggot Lords, ou alors sur l'infanterie qui va pouvoir revenir, parce que c'est vrai que le Blight King reste quand même pas mauvais, le porte-peste est encore au-dessus. Maintenant, le fait qu'il y ait encore une fois, il n'y ait plus de Bounty Hunter, sur le porte-peste, tu vas quand même le sentir passer. Hein. Le fait de plus pouvoir avoir plus un dégât sur eux, sachant qu'ils ont quand même la Ward à 5, qui peuvent passer grâce à un sort à 3 points de vie, ça va rester une bonne armée. Et eux, ils ont quand même notamment des bons sorciers, qui étaient quand même relativement solides, parce que Ward à 5, ça restait Nurgle, mais aujourd'hui, le fait de plus pouvoir tuer ces sorciers qui ont de très bons sorts, mais parfois avec une courte portée, ça va leur permettre de venir s'exposer. Ça reste de toute manière une des meilleures allégeances du jeu, je trouve. Donc ça va rester un Battle Tome qui va être très fort. Et il y a suffisamment de War avec Scroll le Slow Pity, avec le TP. Parce qu'en fait, vu que tu peux, pour rappel, on peut empêcher les pile-in dépendamment de la roue, blablabla. Si en plus de ça, au bon moment, il fait, ouais, et en plus je me TP derrière toi, à mon avis, il y a moins que le mec fasse un AVC. Je voulais pas trop être vilain, mais en fait, le Slow Pity me fait très peur. Parce que dans un jeu de corps à corps... Puis un gogol comme moi vient de le voir. Donc alors je peux dire des 60 000 à avoir vu. Hein. Non mais en fait, j'aime pas analyser un Battle Tome et ce que je pense d'une armée sur une règle d'une flic qui est pétée. Mais le Slow Pity est pété. Voilà, il est beaucoup trop fort. S'il y a moins de tirs, tout va encore plus se jouer au corps à corps. Et va falloir de la micro-gestion de pile-in pour aller chercher les personnages. Lui, il te fume tout ça. Tu vas plus pouvoir le tuer à distance. Il va même pouvoir ressusciter, il va pouvoir compter pour 10 objectifs s'il en a envie, lui il va être beaucoup trop fort. Voilà. Mais en dehors de cette pièce et de ce War Scroll dégénéré, Nurgle reste extrêmement équilibré, il reste une très bonne armée, donc on va pas déglinguer Nurgle, comme on a pu déglinguer Tinge par exemple, pour le Slow Pity. Mais c'est vrai que le Slow Pity est très fort, trop fort. On continue avec le dernier dieu du chaos, avec les Skaven, où pareil, ça fait plaisir, beaucoup de choses baissent. Skaven est à mon sens, bonne armée. Qui pour le coup a des tactiques et des grandes stratégies horribles dans son Battle Tome, pratiquement infaisables. Donc il va souffrir des nouvelles tactiques qui sont pas si simples que ça à faire. Par contre, il y a quand même un certain nombre de petits personnages qui vont être contents d'être champions, parce que je pense aux Claw Lord ou aux Prêtres de la Peste ou ce genre de choses, qui ont souvent une portée très courte sur leurs auras et qui vont être contents de le récupérer, qui vont être contents de compter pour 10 ou ce genre de choses. Et encore une fois, il y a des baisses globales intéressantes d'à peu près tout. Et mine de rien, t'as quand même des bonnes unités. Les Raok, c'est fort. L'Abomination, c'est fort. Évidemment, les Verminarques sont bons, surtout le Deceiver et le Warbringer. Tankol, via l'Endless Spell, Lochon est une aberration et le Lochon n'a pas changé, donc vous pouvez toujours continuer à exploiter ce magnifique glitch de Tankol. Voilà, c'est une armée qui ne perd pas grand-chose, qui gagne beaucoup. On voyait pas non plus tant de ça de Jesai pour sniper les personnages, donc ça va pas non plus détruire leur gameplay, le fait de plus pouvoir tuer les personnages d'en face, parce que pour moi c'est quand même plus une armée aujourd'hui de corps à corps, avec le Raog, avec l'Abomination, avec ce genre de choses. Les Globadiers ne tuent pas les personnages, de toute manière ils tuent les unités, donc ça va pas non plus changer grand chose. C'est peut-être les Jesai et les canons qui prennent un peu en coup, parce qu'ils vont moins pouvoir sniper les persos d'en face. Maintenant leur sniper principal, ça restait le Deceiver avec sa capacité de téléportation, etc. Donc ça change pas grand chose. La saison les impacte peu, la saison d'avant les impactait pas non plus globalement, ils peuvent bien jouer les nouveaux scénarios. T'avais toujours un ou deux champions, donc ça va pas non plus tuer leur liste, je pense que c'est assez even pour le Skaven, quoi. Yes, on passe côté death et on commence par les Flesh Eaters courtes, où pareil, beaucoup de baisse. Ouais, globalement, ça va dans le bon sens. Après, ils ont quand même des personnages structurants. Ils ont quand même gagné une aptitude héroïque extrêmement forte dans le White Dwarf. La possibilité, en fait, c'est un espèce de gros rallye amélioré que tu peux faire à ton tour et autour de l'adversaire sur des unités de ghouls, notamment de grosses ghouls, d'horreur des cryptes. C'est quand même très fort et leur synergie est très basée sur leurs personnages, que tu ne vas plus pouvoir tuer à distance. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce qu'on a vu que bien joué, ça allait en finale de top 8. Là, ils ont gagné un côté permissif sur le fait que leur personnage synergisant, je pense même notamment le Vargulf, est un champion de galet. L'Arc Régent est un champion de galet. Tous les courtiers sont des champions de galet. Je pense qu'on va sortir de Roi Ghoul sur Terrorghast, Gristelgore, tout ce que tu veux. Et 6. Par contre, on dit qu'on récupère des Ward à 5 quand même sur nos personnages, ou le fait de compter pour 10, qu'on va pouvoir, mine de rien, avoir des Sworn Bodyguard, etc. Je pense que c'est une armée qui gagne pas mal.
Parce qu'en plus, les ghouls, comme elles avaient, enfin, les Hordes des Cryptes, comme elles avaient 4 PV, elles rentraient dans le je me fais exploser par le Bounty Hunter, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Ça peut jouer des packs de 9, si t'en laisses un pratiquement le tour d'après, les 8 autres sont revenus. Donc va sortir de ça, c'est quand même très complexe. Donc je pense qu'il y a vraiment, et ça tape quand même fort. Donc, et avec les soins de bodyguard, ça peut commencer vraiment à faire des choses. On rappelle qu'en plus, ils peuvent taper 2 fois. Je pense que Flash Eater, c'est pas mal. C'est la première fois où on voit aussi que Nagash a perdu 55 points, il est à 900 tout pile. Bah, je pense qu'il est toujours pas jouable en fait. Il vaut toujours trop cher. En fait, le problème de Nagash, en attrition, il n'y a pas de souci. Les 8 sorts qu'il peut lancer, notamment les 8 projectiles, c'est quand même très très fort. Voilà. Et si t'as pas les armes pour le contrer, ça peut être frustrant. Mais en fait, il t'en coupe pas. Donc mettre 900 points dans une pièce qui se fait déglinguer par à peu près n'importe quoi, il n'y a même pas de ward. Toutes les figurines de la mort ont une ward, sauf lui. Parce qu'en fait, quand vous mettez dans une armée, il bénéficie pas des allégeances de armées et que toutes les wards assist, donc les protections assist, font partie à chaque fois de toutes les allégeances. Lui, il l'a pas. Et même les fakes l'ont récupéré. Voilà, ça fait 3 data slate que lui ne l'a pas. C'est le dieu de la mort, c'est la seule figue de la mort. T'as un zombie et une ward assist, lui, il l'a pas. Et en plus, il y a une aptitude qui augmente les wards des copains. Faut aller signer. Voilà. À ce niveau fluff, il se passe quelque chose. Games se prépare quelque chose. La techlist l'a buté. Mais enfin, il est revenu. Enfin, il est mort 2000 fois ce gars-là, mais il n'y a rien que ça. Enfin, c'est une aberration qui est toujours pas sa ward assist et il coûte quand même toujours trop cher. Voilà. Et par contre, à côté de ça, la mort est quand même bien. Hein, parce que Flash Eater est bien et je te... Alors, j'allais justement venir au Night Taunt, c'est full pair. Hein. Dans une armée qui n'a que des Galétiennes champions et qui n'avait que des vétérans de galets et qui subissait très fort le Bounty Hunter et qui ne le subit plus. Sachant que c'est une des allégeances les plus fortes du jeu. On rappelle qu'ils peuvent... ils bougent tous de 8, ils sont tous éthérés, enfin presque tous de 8, ils sont tous éthérés. À 4, il y a une unité qui est éthérée à 5, ils peuvent retreat charge tout le temps. Ils te mettent, en fonction de l'allégeance qu'ils ont choisi, des BM à l'impact, tout ce genre de choses. Au contraire, hein, que tu puisses pas sniper les persos, c'est un buff, parce que eux, ils vont les chercher au corps à corps, de toute façon, en passant par-dessus. Et puis leurs persos, c'est des bons sorciers qui ressuscitent tes unités, ce genre de choses. Donc voilà, ça fait partie des armées qui est très content de quitter la saison d'avant et très content d'aller chercher cette saison-là. Voilà. Donc Nightwood était une bonne armée, alors peut-être pas du niveau de Tinch et de Fireslayer, mais juste en dessous. Voilà. Je pense que c'est très très fort. Et tant mieux parce que c'est un gameplay qui est hyper sympa à jouer, extrêmement savonnette, extrêmement MSU. Les armées sont cool, en général les joueurs sont cool parce que c'est des gens qui ont commencé soit avec Hachette, soit en V2. Enfin franchement, c'est très bien. Non, mais mais encore une fois, que du vert quoi. Après, leurs unités phares ont un peu augmenté en points, ce qui est logique, notamment le Bladegast, qu'on voyait quand même beaucoup. Mais comme tout le reste a baissé, tu fais des listes, c'est pratiquement la même chose. Ils n'ont pas gagné un nouveau personnage comme certaines armées parce que tes unités phares que tu as toujours envie de jouer ont un peu monté, mais ça tue pas leur liste. Tu vois, c'est pas comme Doctor of Kane où ils doivent enlever 2 persos par exemple. Genre, t'es déjà bien meilleur que Doctor. On va enchaîner avec les Zodiac Bone Reaper et je voudrais qu'on fasse un petit focus sur eux parce que ils sont un petit peu boudés et c'est dommage parce que l'armée est super belle et en plus c'est une armée qui est très récente. Il y a un petit problème de positionnement par rapport à cette armée qui a des mécanismes de jeu qui étaient uniques où au moment justement de la transition de la version 2 à de la version 3 de Warhammer Age of Sigmar, justement on découvrait à la saveur de pouvoir lancer des ordres. Or eux n'utilisent pas les ordres génériques, mais utilisent leurs propres ordres avec un système de points de commandement, on va dire, qui est propre à l'armée. Et donc, ils ont été un petit peu boudés, aussi bien pour la saveur du jeu que pour leur échelle de puissance par rapport à d'autres Battletomes. Là, on voit que c'est quand même énormément de coups en points qui sont baissés, et là, on parle de 10 à 25% de diminution en coups en points. Est-ce que ça suffit pour avoir plus d'unités? Est-ce que là, les nouveaux personnages, enfin en tout cas, la nouvelle mécanisme de personnages et de figurines infanterie, et ils ont de la bonne infanterie, fait qu'ils vont redécouvrir une saveur de la V3, et même est-ce qu'ils vont devenir forts? Alors pour moi, ils le sont déjà. Notamment parce que leurs 3 unités, que ce soit les Cavalos, les Mortek, et récemment les Stalkers, sont extrêmement fortes. Notamment les Stalkers. Ah oui. Ça tape comme aucune unité dans le jeu. Au bout de 2 éditions. Voilà. Et puis surtout, c'est une des rares unités qui peut aller chercher de l'arène -4 sur toutes ses armes. Enfin, c'est en Petrifex, c'est quand même hyper fort. La doléance, c'est qu'ils jouent pas en V3. Parce qu'ils n'ont pas le deploy, parce qu'ils n'ont pas la rallye, parce qu'ils n'ont pas ça. Et effectivement, c'est un peu tristoun. Maintenant, en termes de violence pure des War Scrolls, ils gagnent tout en plus. Parce que maintenant, tu peux plus gérer leur perso. Eux, de toute manière, ils te meulaient au close, ils tiraient pratiquement pas, donc c'est pas très grave de plus pouvoir tirer. Avec la catapulte, mais c'était plus méta. Et tes Stalkers ne sont plus Bounty Hunter, enfin ne peuvent plus se faire déglinguer par les Bounty Hunters. Par contre, ils peuvent devenir Sword Bodyguard et commencer à te faire des trucs vraiment pas rigolos, quoi. Il y avait des listes qui tournaient avec 2 x 9 Stalkers. En termes d'attrition pure, dans la violence, c'était la liste la plus violente de tout le jeu. Elle avait un défaut, c'est que dès qu'en face t'avais du Bounty Hunter, tu rééquilibrais l'attrition et comme ton seul plan c'était de défoncer l'autre, ça commence à devenir compliqué. Maintenant tu n'as plus ce Joker-là, on va dire, pour tes adversaires. Donc ils vont vraiment t'exploser la tronche, avec plein d'unités satellites à côté.
Je trouve l'armée très forte. La doléance, effectivement, c'est qu'elle joue pas en V3. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut les bouder, parce que si vous avez des armées aussi arc, honnêtement, testez-les, parce que on l'avait beaucoup réfléchi aussi sur le jeu équipe, mais la 2x9 Stalker, elle fait vraiment pas plaisir, et elle gagne tout, en fait, cette liste par rapport à avant, parce que mine de rien, t'es quand même content que tes mortisans, tes petites unités derrière et tout ne meurent pas. Alors certes, il y en a aucun qui va être impactant encore à corps, parce que le seul qui tape à peu près, c'est le Cavallo, il est monté, donc il est pas champion. Mais ne plus pouvoir te sniper tes mecs qui te ressuscitent les gars, qui te remontent les PV 3 par 3, ou ce genre de blagounette, ou qui te lancent quand même des sorts super synergisants, notamment des reroll D1, qui est quand même une des dernières occurrences de reroll D1 dans tout le jeu, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas leur BT, donc ils ont quand même on va dire des vieux effets. C'est loin d'être mauvais, vraiment loin d'être mauvais. D'accord. On enchaîne ensuite avec les Soul Blight, où pareil, pas mal de belles surprises, des petites augmentations en points, mais c'est que sur les gros personnages, et on parle en général de 2% d'augmentation en points, donc ça sera transparent. Là où pour le coup, ce qui est joué et jouable, la baisse énormément. Ouais, et puis les joueurs Soul Blight, à qui on a pu parler, sont très contents de cette nouvelle version. Parce que le gameplay Soul Blight actuel, on va dire sortir des armées Castellae, Full Blood Knight, Dragon Zombie, qui marchaient quand même pas non plus extrêmement bien, c'était de la horde d'infanterie. Donc qui n'aimait pas le Bounty Hunter, donc ça disparaît, buffé par des personnages totems qui n'aimaient pas le fait de se faire tirer dessus au tir. Donc ils sont contents, parce qu'en fait ils ont perdu une de leurs némésis, ils ont gagné un bonus sur leur personnage, pour le coup qui synergise quand même très très fort, parce qu'on parle d'aptitude de commandement héritée de leur Battle Tome V2.5, mais de plus une attaque, plus un pour toucher, plus un pour blesser, enfin des trucs vraiment très forts, qui ne vont plus pouvoir être gérés au tir. Donc le Soul Blight classique, horde de zombies, de squelettes, de Grave Guard. Faut imaginer les Grave Guard en Sworn Bodyguard, ça peut faire des trucs très forts. Escortés par des nécromanciens, des vampires à pied, etc., qui vont devenir Galatian Champion, qui vont plus pouvoir se faire tirer dessus, qui vont potentiellement pouvoir ressusciter une fois par bataille, etc. Sachant que c'était une armée qui perfait bien, qui gagnait des FTC, ce genre de choses. Elle est encore meilleure maintenant. Donc avec le Night Haunt, ça fait partie pour moi des armées qui gagnent beaucoup dans cette version-là. Et c'était une armée qui était déjà bonne, alors dure à jouer, mais bonne, et qui a que des bonus. Ok, on passe ensuite côté destruction. Déjà, pas de changement de coût en points de leur dieu, c'est-à-dire que Regnos est toujours à 720. Bon, maintenant que Morati est à 700, je veux dire, ça me choque plus. Hein. Non, mais plus sérieusement... Plus sérieusement, il est ok. Il était justifié dans certains builds. Ouais. Non, mais il y a des builds basés autour de lui qui fonctionnent bien. Puis c'est quand même une pièce qui est capable de te retourner une game tout seul, parce qu'il peut éclater sur sa charge un Nagash, un Archaon, un Gatebreaker, ce genre de choses de manière assez soleil, voilà. Qui tape quand même bien, qui a de la reine -3, du dégât 4, une sauvegarde à 2. C'est une grosse pièce qui peut être jouée. C'est pas comme un Lariel ou Nagash où je les trouve compliqués à rentrer, tu vois. Eux, si tu veux les jouer, tu peux. D'accord. Pour parler un petit peu des ogres maintenant, on voit par exemple que en diminution de coût en points, il n'y a pas énormément de choses. Hein. On va avoir les gloutons qui sont passés à 260 versus 265. Autant vous dire que quand on parle de multiplicateur de 5, à part pour un triomphe, ça sert pas à grand chose sur Age of Sigmar. Non, mais ils sont quand même contents de plus être vétérans de Galéo. Pour le build, oui, mais je parle là des augmentations de coût en points. Pareil, finalement, pour la catapulte Gnoblar. En chose intéressante, on avait vu que c'était donc le build de 2 tirs qui avait été boosté. Là, l'Iron Blaster, donc le gros canon, il prend quand même 30 points. Il était à 170, il passe à 200. Derrière, une augmentation de 20% quand même sur les Gnoblars. Alors, ça reste que 120 points pour 20 points de vie. Et c'est pour ça, en fait, c'est que le coût de la balle ne valait pas 5 points pour les tuer. Et derrière, pareil, micro-ajustement sur le Frostlord sur Stone Horde, qui est passé de 445 à 450. Clairement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'évolution, si ce n'est sur le gros canon, où là, pour le coup, ça va changer les listes. Alors, oui, parce que ces listes, en fait, c'était des canons protégés par des écrans de Gnoblar et un certain volume de lead belcher. En fait, il y a une unité de lead belcher qui va sauter. Parce que tu prends, sur tes 4 canons, tu prends donc 120 points. Sur tes 2 ou 3 packs de Gnoblar, tu reprends 30 points. Donc en fait, tu prends 150 points sur ta liste. Donc tu vires un pack de 4 lead belcher à 170 et c'est fini. Ils sont très contents que leurs tyrans, leurs butchers et leurs désosseurs ne puissent plus se faire tirer dessus. Parce que même s'ils ont 8 PV, ils passent tous en champion. Donc ça, c'est fort. Encore une fois, sur la liste de tir, mais c'est la liste prépondérante aujourd'hui. C'est les chasseurs aussi. Sur les gloutons et sur les belchers. Ils sont quand même contents que ça ait disparu. Parce que toute leur infanterie pâtissait de ça. Donc peut-être que maintenant, on peut voir des Death Star d'Iron Gut, on peut voir des Maniteurs, on peut voir ce genre de choses en ligne parce qu'ils ont 4 PV, qui peuvent être sur le bodyguard, qui peuvent taper en même temps que leur personnage, ce genre de choses. Donc je pense que c'est quand même fort. Tu ne charges pas des Iron Gut quand tu sais que l'autre va jouer en deuxième, à moins d'être sûr de les clean, parce que si tu les clean pas, il te pulvérise la tronche. C'est quand même une unité qui tape à arène de -2 dégâts 3, hein, qui peut taper 2 fois en plus en phase de combat. Donc c'est très fort. Est-ce que la liste de tir qui cyclonisait tous les personnages de la table en une phase de tir, notamment à longue portée, via les tirs uniques des canons et l'artefact qui te donnait +1 pour toucher les personnages, donc qui contrebalançait la tension messire,
ne va pas souffrir du fait qu'ils ne pourront plus tirer sur les personnages. Ils vont être obligés maintenant de se rapprocher à portée de mitraille, de détruire les unités à la mitraille, ce qu'ils vont pouvoir faire. Ça tire très très fort. Pour après aller chercher les personnages, c'est quand même un nerf de la liste. Déjà parce que les coups en poids augmentent, t'as moins de figurines dedans, et ton plan de jeu, c'est-à-dire tuer tout le monde à distance, les personnages, et après finir les unités ultérieurement à courte portée, va vachement moins bien marcher parce qu'ils ont plus les sniping à distance. Donc à voir si la liste ne va pas souffrir de ça. Entre nous, si elle marche moins bien, c'est quand même pas très grave, parce que jouer contre une gunline tôt dans un jeu de corps à corps, c'était pas non plus ultra interactif. Et à voir si des builds, basés notamment sur un certain nombre de tyrans, qui vont maintenant être protégés, les fameux builds point viandard, avec Kragnos, du MSU de tyran, du MSU de glou, ce genre de choses. Ou alors, ouais, des belles listes, ou alors des grosses unités de maniteurs, ou encore une fois de ventre dur, là, des Iron Guts, une unité qui tabasse quand même beaucoup plus fort qu'encore que des élus, qui souffraient beaucoup du Bounty Hunter, maintenant vont moins souffrir de ça. Peuvent être Sword Bodyguard, peuvent taper sur 2 rangs s'ils sont dans le bon bataillon, ce genre de choses. Donc je pense que pour Ogor c'est intéressant. Les listes, on va dire Beast Claw Rider, donc basées sur les gros, changent pratiquement pas. Ne gagnent rien, mais ne perdent rien. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est Iron Guts, donc crève la panse, donc les mecs à pied, c'est très intéressant. Et ça nerfe un peu la liste de tir qui était pas cool à affronter. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, toujours dans les intersections, on passe sur les Zuruk Warclan, avec pareil, quelques diminutions de coups en points, une augmentation sur les Big Boss, sur le Big Boss, et sur le War Chanter. Mais 5 points sur le War Chanter, autant dire qu'on s'en tire c'est pas très grave. Le Mordboy aussi prend 5 points. Encore une fois, les personnages qui sont vétérans champions montent. Ah, pour la partie Iron Joe, je pense que c'est quand même un up, parce que de toute manière, ils tirent pas. Donc en fait, ils s'en foutent. Mais par contre, ça protège leur War Chanter, ou ça protège potentiellement leur Shaman. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, parce que comme là, les bonus qu'ils donnent, on rappelle plus un dégât, charge à 3d6, ce genre de choses, c'est hyper fort. Les personnages étaient des aimants à tir, parce qu'il fallait les tuer très vite. Aujourd'hui, ils sont protégés. Maintenant, ils sont protégés tant qu'il y a une unité quand même à côté. Quand tu joues full Gorgunta qui fonce devant, t'as pas d'unité à côté, donc je pense qu'on va tous jouer 5 petits hardboys à droite à gauche ou des brutes, histoire de protéger un peu nos personnages. Ça va peu changer, on va dire grosso modo leur gameplay. Les Cruel Boys qui commençaient à faire une petite percée, notamment grâce à la modification dans la dernière data slate de leur allégeance, qui faisait qu'ils pouvaient pas se faire tirer dessus. En fait, ne bénéficient pas du fait de ne pas pouvoir se faire tirer dessus parce que c'était déjà le cas. Par contre, eux peuvent plus tuer les personnages d'en face. Genre, c'était quand même une armée beaucoup basée sur les arbalétriers pour tuer les personnages d'en face. Donc je pense que c'est quand même un ch'ti nerf. Et par contre, les orques sauvages, les Bone Splitters, qu'on voyait beaucoup, notamment, j'avais dit en équipe, c'était une allégeance qui était très forte. Prend des micro-ups sur certains trucs un peu trop forts et prend des baisses de coups en points intéressantes sur le reste. Et eux ne font pas leurs dégâts sur les personnages à la magie, mais via les masques de leurs chamans. Par contre, les chamans ne peuvent plus être tués à distance. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Parce que comme entre l'adversaire et tes 4 chamans... Pour expliquer un petit peu comment fonctionnent les chamans, vas-y. En fait, ils te regardent et tu meurs. Concrètement, à 12 pouces en face de héros, ils peuvent utiliser le pouvoir de leur masque, et tu vas jeter un dé. Sur 1, 2, tu vas te taper toi. Sur 4, 5, 6, tu vas taper l'autre. Tu peux continuer tant que tu es en vie. Ils ont quand même 6 PV. Quand ils se tapent eux-mêmes, ils se mettent D3. Et en fait, ils le font au tour où ils lâchent leur WAG, qui leur donne une protection à 4+. Donc en fait, le temps qu'ils se tuent, en stat, ils te mettent entre 22 et 25 blessures mortelles. x 4. À 12, t'es pas obligé de viser des personnages, hein. Tu peux viser des Kragnos, des unités de 30 Witch, par exemple. Et en fait, pratiquement tout meurt. Donc le match-up contre les chamans, c'est est-ce que je peux tuer les 4 chamans avant qu'ils arrivent à 12 ? Maintenant, tu peux plus. Parce que tu peux plus leur tirer dessus. Donc à la magie, tu peux encore. Sans magie, tu peux pas. Et entre toi et eux, il y a 150 PV de petits orques tout nus qui tankent quand même bien et qui vont pouvoir commencer maintenant à rallier sur 3 packs en même temps, ce genre de choses. Et tous les personnages sont des Galatian champions dans cette armée-là. Donc je pense que c'est un énorme up de cette liste chaman qui faisait déjà vraiment peur avant et qui aujourd'hui me paraît très très compliqué à contrer parce que tu es obligé de t'écraser dans toutes les unités qu'ils ont mis devant, qui en plus ont baissé en points. Et les chamans vont te massacrer en fait. Et si tu ne peux pas les gérer à distance ou via des téléportations dans le dos de l'adversaire ou via des unités très mobiles ou ce genre de choses, t'es mort en fait. Donc pour affronter ça, t'as vraiment intérêt à avoir soit des unités de faibles qui peuvent passer dans son dos, soit de les gérer à la magie, soit des trucs qu'on parlait tout à l'heure, des Dawn Riders extrêmement mobiles qui peuvent passer à travers. Et même ça, faut passer à travers, faut imaginer que les mecs, en général, ils jouent 120 orques qui sont sur socle de 32, ça te fait un mur vert, et derrière, t'as 4 connards qui dansent avec leur masque et qui te synchronisent, mais vraiment, hein. Cette armée fait ultra mal. J'ai déjà vu des armées avec 4 chamans, le premier il se fait un Gatebreaker, le deuxième il se fait Kragnos, et le troisième il se fait ton Kraken Eater, quoi. Littéralement, ça nous est arrivé en tournoi. Mon joueur il est revenu, il m'a dit j'ai perdu.
en un tour. Je lui ai dit, comment t'as fait? Il m'a dit ça. Ah ouais, c'est vrai, comme ça. Et la liste avait été jouée. Tu lui as encore pas une dit fois pourquoi t'as regardé le masque, pauvre con? La liste avait... c'est une mauvaise analyse de ma part, parce que j'avais pas vu que ça faisait aussi mal. Et la liste a été jouée beaucoup. Il y a un joueur qui joue pratiquement que ça. Et en finale FTC, donc quand même avec le niveau, on va dire, de compétitivité le plus élevé en France sur la saison dernière, il a pratiquement gagné toutes ses parties, je crois. Lui, il est content. Hein, quand il se dit... Alors les chamans avaient monté en points. Tu te disais, il faut que j'en enlève un, parce que maintenant, non, je pense que tu vas en garder 4 et enlever un peu de trucs à côté. Mais ils peuvent plus être gérés au tir. Enfin, comment tu veux gérer ces 4 mecs-là? Ça paraît vraiment très compliqué. Donc je pense que Bonesplitter est la légende phare d'Oroku Arklan, alors qu'elle avait été longtemps dénigrée. Je pense que c'est de loin la meilleure. Yes. On enchaîne ensuite avec les Son of Behemoth. Alors Son of Behemoth, 2 diminutions de coups en points. Le premier sur le Beastmasher qui était un petit peu trop cher, il est repassé à 500. Et Brod qui était à 580 qui est passé à 500. Derrière, ils ont tous perdu entre 30 et 50 points quand on les joue en allié. Mais ça, à la limite, on s'en fout un petit peu. Ça fait quand même du bien. C'est surtout, est-ce que tu penses que avec les listes actuelles, parce que finalement c'est pas 30 points d'écart avec King Brod qui vont permettre de complètement changer le visage d'une liste, comment est-ce qu'ils peuvent jouer aujourd'hui? Puisque malheureusement, alors après, ils ont des bonnes grandes stratégies de mettre tout le monde chez l'adversaire, et aussi, ils ont des secondaires qui sont OK. Mais là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de champion. Non, c'est la seule armée qui n'a aucun Galetian champion. C'est quand même un vrai problème sur 4 tactiques sur 8. Ça fait beaucoup. C'est un vrai problème sur 3 grandes stratégies sur 6, même si effectivement, ils vont chercher leur propre. Et c'est un vrai problème sur 4 ou 5 scénarios sur 12, dont un qui ne peuvent pas jouer du tout. Mine de rien, ils aimaient bien se mettre en Bounty Hunter, parce que ça leur donnait le surcroît de létalité pour aller tuer les unités d'infanterie en face. Ils l'ont perdu. Donc ils vont même avoir un petit problème de létalité, ce qui leur fait quand même mal. Aucun des bataillons ne les intéresse parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dedans. Pratiquement le seul moyen qu'ils avaient de tuer les personnages, c'était de leur balancer des rochers, ils ne peuvent plus le faire. Donc ils ne peuvent plus casser les synergies de buff de l'adversaire, ce qui est un vrai souci. Parce que même si ça tank bien, ça tank quand même au point de vie. Et aujourd'hui, n'importe quelle unité bien buffée va t'exploser. Donc je pense qu'ils prennent cher. Je pense qu'ils prennent très cher sur cette version. Bon, ça va durer 6 mois, quoi, mais ça va être 6 mois de traversée du désert pour les sobs. Tu peux jouer sob, parce qu'il y a quand même la moitié des scénarios où t'as pas besoin de Galetian champion. Non, mais je etc. m'interroge, est-ce que le mieux, c'est pas finalement de faire un gros et que des petits? Et en fait, justement, pour diluer un petit peu ses ressources et aller à gauche, à droite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'ils peuvent toujours pas s'allier. Donc, ils peuvent même pas aller chercher un chaman gobelin pour te faire un Galetian champion, ce genre de choses. Et ça leur fait quand même globalement mal, je trouve. Donc, ils vont être obligés de jouer sur une attrition pure. Sur la moitié des scénarios où ils ne pourront pas contrôler les scénarios. Alors, c'est pas qu'ils peuvent pas les contrôler, c'est qu'ils n'auront pas les points de bonus parce que c'est des Galetian champions, ce genre de choses. Et mine de rien, il y a des tactiques qui sont faisables dans leur Battle Tome, mais il n'y en a pas 5, quoi. Donc, à un moment, une fois qu'ils auront épuisé leur Gaining Momentum, Eye for an Eye, il va devenir compliqué de trouver les autres, quoi. Donc, ouais, c'est une des armées qui pâtit, je trouve, de cette version. Maintenant, ils étaient bien avant, et ils seront certainement bien plus tard. Voilà, c'est l'avantage de cette version, c'est que ça tourne. Voilà, Tinch chez Fellerslayer, on va se dire putain, ça va être 6 mois difficile à affronter ça, puis dans 6 mois on verra. Et eux, ça va être 6 mois un peu de chemin de croix, mais dans 6 mois ça tourne, quoi. Yes, il nous reste à voir Godrek qui a perdu 5 points, donc il est passé à 485 à 480. Voilà. La Crown Spine, elle, n'a pas bougé. Toujours à 480 points parce qu'elle avait déjà subi une augmentation de points. 80 points, largement mérité, c'est bien. On la voit quand même beaucoup moins depuis. Et là, on voit aussi tous les sorts persistants. Qu'est-ce que tu peux nous dire là sur les sorts persistants? Globalement, les sorts d'attrition qu'on voyait le plus, c'est-à-dire la Burning Head qui était beaucoup trop peu chère, et les Gnashing Jaws ont un peu monté, et les sorts de contrôle type Gemini, de ce genre de choses, ont un peu baissé. Donc c'est un rééquilibrage global. Un des trous dans la raquette, c'était l'Horror Ghast. On rappelle l'Horror Ghast, c'est le Handless Spell qui était sorti à part l'histoire avec les cryptes et la sortie de Olinder, Control Prime, etc. Donc c'est la tête de Nagash qui empêchait de s'immuniser au moral. C'était quand même vraiment très fort. Et surtout, c'est un des sorts persistants les moins chers du jeu, donc on avait tendance à beaucoup de jouer, parfois avec la Crown Spine, notamment pour abuser du fait qu'elle mangeait un sort persistant. Bon, il a monté. Ça, plus la Crown Spine, ça fait quand même que c'est plus dur à rentrer, ce combo un peu dégénéré. Le reste, globalement, rien à dire. Le Soleil Violet est toujours aussi cher. Il est toujours aussi fort. De Léance, c'est sur le Lochon, qui est parfaitement inutile, sauf quand tu joues Skaven, où là, il est beaucoup trop fort. Après, est-ce que tu nerfs un sort pour une pièce qu'en abuse de manière éhontée? Ils ont décidé de pas le faire. Donc, tant mieux pour les joueurs Skaven qui vont pouvoir continuer à jouer encore avec ça. Mais globalement, il n'y a pas de gros changements. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu avais quelques points qui traînaient, tu rentrais ta Burning Head très souvent parce qu'elle faisait quand même beaucoup de dégâts pour son coup en point qui était ridicule. Et comme elle s'auto-dissipait au moment où elle implosait, tu pouvais la relancer à tous les tours. Aujourd'hui, tu te poseras vraiment la question de te dire, est-ce que je désupgrade une unité ou est-ce que je prends un personnage qui est moins cher pour la rentrée? Je pense que tu le feras plus, donc on la verra quand même moins. Mais globalement, il n'y avait aucun sort persistant, à part le Lochon en Skaven et le Soleil Violet, que tu vois quand même un peu moins depuis son errata, et le Rorgas qui était trop fort. Et eux, ils n'ont pas été améliorés, donc voilà.
pour rien à dire sur les sorts persistants. Si ce n'est que ça reste quand même toujours intéressant d'en avoir. Il y a beaucoup d'armées qui en jouent un certain nombre, Tzeentch notamment, et ça fait toujours le taf. Voilà. Ça fait toujours... Les sorts prédateurs sont quand même forts dans cette version, depuis qu'ils bougent à la fin de chaque phase de héros, donc la tienne et celle de l'adversaire. Tous les prédateurs qui font des dégâts sont quand même intéressants. Yes, on a fait le tour de tout ce qui va faire donc ce semestre de Warhammer Age of Sigmar. On le sait aussi, on va avoir énormément de Battle Tom sur 2023 et donc c'est super cool. On est vraiment dans la lignée d'une belle version et d'un bel dynamisme en fait offert par Game Workshop sur les nouvelles armées, sur ce qu'on a envie de collectionner, de retester et ainsi de suite. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que finalement on a l'impression que les changements de coup en point ont été faits par rapport au War Scroll et pas par rapport à la saison. Je trouve aussi, ouais. Et c'est à la fois intéressant parce que ça veut dire que il va falloir encore une fois chercher pendant 2-3 mois, on va être dans pleine émulation de qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qui va être fort, qu'est-ce qui va tanker, qu'est-ce qui va pas tanker, que je vais arriver à trouver des glitches et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que t'en penses toi là à chaud? Est-ce que ça te motive? Est-ce que c'est finalement pas plus les nouveaux scénarios qui intellectuellement te stimulent versus un rééquilibrage? Il y a des pros et des cons, comme toujours, mais effectivement, ces 2-3 mois de retest intense sont très agréables, intellectuellement c'est stimulant. Maintenant, d'habitude, tu faisais ce travail-là et après, tu avais quand même, on va dire, 9 mois de tranquillité, quoi. Là, faut refaire cet exercice tous les 6 mois maintenant. Compétitivement, c'est quand même dur à suivre. Le manuel général qui arrive au milieu va tronquer les saisons globales, on va dire, de tournoi sur une saison, je pense au FTC ou ce genre de choses, où t'as une partie qui va se faire sur un manuel, l'autre partie qui va se faire sur l'autre, peut-être même les Worlds, va y avoir des trainings qui vont être faits sur un manuel. Enfin, ça va être dur à suivre. Après, on va dire, hors côté compétitif, c'est quand même chouette d'avoir une nouvelle méta pratiquement tous les 6 mois. Moi, je voudrais insister là-dessus. Je trouve que le travail qui est fait sur ces bouquins, il est génial. Et se dire finalement que j'ai 6 mois de kiff, de fraîcheur pour 30 balles, eh ben, c'est génial. Ouais. Et puis, quand on peut l'acheter, parce que des fois il n'est pas dispo. Voilà. Mais si on n'aime pas la saison, quelque part, on en a que pour 6 mois aussi. Il y a des gens qui font 1 ou 2 parties par mois, et ben, la 1 ou 2 parties par mois, tu peux très bien la faire sur le manuel de la saison d'avant. Si t'as pas prévu d'aller faire trop de tournois, c'est pas très grave, tu trouveras toujours des joueurs pour faire ça. Et je trouve ça bien aussi d'avoir plusieurs manuels, et même pour certains événements, peut-être de se dire, on peut imaginer un truc où, le jour 1, tu vas jouer sur une saison, le jour 2, tu vas jouer sur la saison d'après, par contre, t'as pas le droit de changer ta liste. Donc, youhou, tu vois, faut construire une liste sur les 2 trucs, ça peut être intéressant. Et c'est pas bâclé, tu vois, ce que tu disais, le travail est quand même vraiment bien fait. Ils ont apporté de nouveaux artefacts, ils ont apporté de nouvelles optimisations avec ce que tu peux mettre sur les Galatian Champions. Le gameplay change quand même à chaque fois. On a eu les monstres, après on a eu l'infanterie, là maintenant on a les petits personnages. Les garde-fous sont quand même bien placés, pas de monture, moins de 10 points de vie, pas nommé, etc. Globalement, c'est quand même du très bon boulot. Il y a 2-3 modifications de coup en point que je comprends pas. Donc, Doc parce que je suis un gros aigri, Fireslayer et Tzeentch parce que je m'attendais à ce qu'ils montent et ils baissent et c'est quand même assez difficile à comprendre parce que même sans avoir énormément de recul sur la saison, ils cochent quand même toutes les cases pour être hyper fort dans cette saison-là, donc j'ai quand même du mal à comprendre. Effectivement, pour Sob, ça va être un peu difficile, mais encore une fois, on se dit tout ça, ça va durer 6 mois. Et le temps qu'on redécouvre pendant 2-3 mois ce qui va être vraiment bien, au final, il va y avoir que 3 mois où on pourrait saturer d'une méta sclérosée qui n'a pas bougé. C'est la meilleure période quand tu penses à l'idée du siècle et qu'en fait tu te rends compte que ton pote te défonce, tu dis bon on se revoit la semaine prochaine. C'est stylé, c'est le meilleur moment pour moi. Ouais, c'est sûr, mais ça c'est évidemment tu te crois un génie le temps de la game et puis après t'arrêtes, tu vois, c'est franchement je trouve ça génial. Tu sais, dans toutes les équipes, t'as quand même une période où, après une grosse compétition, où il y a un soufflet qui tombe parce que t'as fait le tour de ta liste, tu sais ce que tu vas jouer. Et là, ça repart de tous les côtés. Oh putain, ma liste, elle est encore meilleure. Moi, faut que je revoie ma copie, j'ai tout à changer. Je viens de gagner tellement de points avec toutes mes murènes, c'est mon frère, que je peux rentrer. Tiens, un perso de plus. Et hop, mon sorcier, il arrive. Tu vois, ce genre de choses. Ou alors, je peux plus jouer de Doc parce que, voilà, bref. Non, c'est vrai que ça, c'est une période qui est vraiment très cool. Après, pour les gros joueurs compétiteurs internationaux qui veulent aller faire les Worlds, ce genre de choses, tous les 6 mois, il faut réabsorber une quantité colossale d'informations. Ils commençaient à maîtriser la version et il faut tout réapprendre, quoi. Mais c'est vrai que de manière un peu plus casual, c'est un bonheur, quoi, de redécouvrir plein de choses, de retester des nouveaux scénarios. C'est pratiquement des nouvelles mini-versions sans changer le moteur de jeu qui est le meilleur qui a jamais été écrit pour Age of Sigmar, et ça c'est très cool. Mais tu redécouvres des nouveaux scénarios, des nouvelles tactiques, des nouvelles stratégies, et ça c'est quand même vraiment super chouette. Et globalement, les modifications en point, pour 90% d'entre elles, elles sont bien. Tu vois, c'est marrant parce que moi je fais l'analogie avec Warhammer 40 000, à chaque fois j'ai l'impression que c'est un livre de campagne. Pourtant on est sur du compétitif parce que c'est du chapter approve versus manuel général, mais tu te dis regarde, t'as 6 nouveaux scénarios, tu fais une game par semaine, t'as déjà 6 semaines où tu vas pas faire 2 fois le même scénario. Je te parle même pas de changer d'adversaire, je te parle avec les mêmes armées. C'est génial. Ouais, ça c'est cool, ouais. Surtout que ça fait 1 mois et demi, t'en restes plus que 4 et demi avant que le nouveau il sorte. Donc au final, ça va très vite. En fait, ça veut dire ok, tu fais 2 scénarios, les scénarios chacun 2 fois, t'as fait la moitié de ta saison. Ouais. Non mais c'est vraiment cool, franchement. Non mais ça c'est vraiment cool. C'est dur à suivre, mais c'est vraiment cool. C'est pour ça il y a des bons et des mauvais côtés dans les deux. Mais imaginons un jour ils font une saison réellement catastrophique, parce que ça peut arriver. Hein.
ça durera que 6 mois. Et si un jour ils font une saison qui est vraiment super cool, bah, on sera triste qu'elle dure que 6 mois. Mais celle-là, je trouve, apporte quand même un certain nombre de choses. Et globalement, en tant que petit joueur d'AOS en vieux, j'ai toujours regardé les personnages de Warhammer 40 000 qui ne pouvaient pas être tués en me disant « Ah, ce serait bien qu'on ait ça quand même ». Et on a ça, et sur les bons personnages. C'est-à-dire pas les trucs trop forts. Et je trouve ça vraiment bien. Les limitations du mot-clé Galatian Champion, les garde-fous me paraissent très cohérents. Donc voilà, c'est top d'avoir cette saison-là, et bah, voilà, j'aurai moins de serpents, et puis j'aurai plus de filles, puis on verra ce que ça donne de protéger les persos derrière, quoi. En tout cas, on a fait le tour donc de ce qu'il va faire ces 6 prochains mois sur Warhammer Age of Sigmar, et c'est quand même très positif. Un grand merci à toi justement d'être venu nous présenter tout ça. On espère clairement que vous avez aimé cette petite vidéo, cette longue vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter Fred Tribes Duo, et les amis, c'est important, on a besoin de vous, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.